sommes live avec Marc Zeller de Wonderland Time, un projet dont vous avez déjà peut-être entendu parler sur les Marc derniers mois. Zeller. C'est la version italienne. Allez, ça y est, ça commence. Premier carton jaune, on est à 18 secondes de live. Très heureux de t'avoir parmi nous pour ce rendez-vous mensuel. Voilà, tu es devenu résident des émissions du jeudi pour discuter de la DeFi et de tout ce qui gravite en fait autour de la crypto en règle générale. Comme d'habitude, je co-anime cette émission avec Benoît Huguet, en haut à gauche de l'écran, je pense. Moi, je le vois en haut à gauche. Et on va parler de plein de choses. Premièrement, de DevConnect. C'est le oui. dernier. Ouais. Tu y étais. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais, on s'est vu. On s'est ouais. vu. Et Ouais. très, très bien. Franchement, DevConnect, en fait, c'est la DevCon telle que ça devrait l'être. La DevCon, c'est la conférence mondiale Ethereum. Et là, cette année, bon, bien sûr, du fait de la pandémie, il n'y en a pas eu depuis 2019. La dernière, c'était en octobre 2020. Non, en octobre 2019, je confirme, à Osaka. Et puis après, il y a eu la pandémie, donc ça a été annulé sur l'édition 2020-2021 ont été annulées. Et la prochaine doit s'organiser à Bogota en 2022. Donc autant me dire que moi, j'ai pas très envie d'y aller. Enfin, j'ai rien contre la Colombie, mais j'ai pas trop envie de rassembler 2000 crypto riches dans un pays qui se dit qu'il y a quand même une histoire d'enlèvement et de rançon. Donc voilà, vous la ferez sans moi. Mais par contre, Ed Amsterdam, qui est organisé un petit peu par l'Ethereum Foundation, puisque c'est Ed Global qui est derrière. Donc c'est entre Gitcoin et l'Ethereum Foundation. C'est une organisation qui organise depuis longtemps des conférences. Niveau qualitatif, c'est extrêmement bien. Le ratio entre le bruit et le signal, comme on dit souvent, est vraiment du côté des développeurs, des gens qui construisent le projet. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui me montraient leur compte Twitter avec je sais pas combien d'abonnés en disant hey, moi je suis influenceur. Après, l'influence, c'est pas non plus quelque chose de mauvais, mais tout est une question de proportion. Et là, je trouve que les proportions étaient bien respectées et on a passé vraiment un bon moment. Le seul défaut que je reprocherais à cette conférence, c'est qu'elle était trop décentralisée. C'est-à-dire que la décentralisation on-chain, c'est très très bien, mais c'est bien aussi d'avoir tous les événements au même endroit, puisque là, en fait, chaque journée, il existait de multiples événements dans des lieux disséminés autour de la ville. Donc, il fallait s'inscrire à l'avance et du coup, faire un petit peu son calendrier et être un petit peu préparé. Moi, je ne suis pas connu pour être préparé. Vous imaginez bien que ça a été assez décousu. Donc, j'ai pas vu tout ce que je voulais voir, mais j'ai passé quand même du bon moment. J'ai rencontré de bonnes équipes. J'ai revu des gens de la communauté qu'on avait vus précédemment. Et il y a deux choses que je retiens. La première chose, c'est que Ethereum, pour moi, consolide sa place de centre de gravité de l'innovation, en tout cas sur cette technologie-là. Mais la deuxième chose, et ça fait faire moins plaisir à entendre, c'est que moi, je faisais partie des persuadés que Ethereum 2, donc le fameux merge, aurait lieu cet été. Et après avoir discuté en direct avec l'équipe de Get, l'équipe de Prism notamment, qui était présente, et plusieurs équipes de l'Ethereum Foundation, ça me semble compromis. Et ça m'attriste énormément, puisque je crois que j'avais parié avec un ami que ça aurait lieu avant, je crois, la fin de l'été. Je crois que j'avais dit avant le 31 août. Et a priori, Oui. mon pari est perdu. Donc voilà, Attends, il faudra. mais En tout cas, la probabilité que ça arrive cet été est assez faible, parce que ceux qui travaillent dessus n'y croient plus. Alors que, tu en sais même qu'on est temps, comment? Vas-y, pardon. tu sais qu'on est beaux joueurs. On t'accorde un pari secondaire. On t'accorde Une deuxième chance. comment ça s'appelle? Non, mais ça s'appelle double. Enfin, je sais plus. Tu doubles la mise ou qui tu te double, perds. qui te double. Le fameux qui te double. Ouais, mais ce qui est, en fait, c'est très contradictoire parce que ils y croient plus, mais en même temps, ils font ce qu'on appelle des shadow forks, c'est-à-dire qu'ils implémentent sur la copie de la blockchain principale, hein, sur le mainnet, mais en fait, c'est un fork, donc c'est une copie, donc ils reprennent tout l'historique, tous les trucs, et ils reproduisent tout ce qui se passe sur le mainnet, et ils en ont fait plusieurs, dont une en direct pendant la conférence, et ça marche parfaitement. Après, ben voilà, ils savent de quoi ils parlent. S'ils se disent,
Et puis c'est tellement important, on parle de dizaines de milliards qui sont en jeu et Oui, ben oui. potentiellement plus à l'avenir, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc en fait, c'est le genre de Ouais. truc où même quand ça marche à 99%, c'est pas assez. Il faut que ça marche très proche de Comme un 100%. avion. Voilà. Et du coup, bah, c'est tellement important que bah voilà, on va pas faire les enfants gâtés, hein. Si ils ont besoin de 3 mois de plus pour être confortables, ils auront 3 mois de plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On attend depuis 2016, donc j'ai envie de dire, Oui. c'est que ce soit le mois d'août ou le mois d'octobre, bon, ça change plus grand-chose maintenant. Mais du coup, mais moi, ma question, c'est 2022. On tient les 2022? On tient les À ton 2022, avis? ça Sentiment. tout le monde en est persuadé et je pense que, Ok. ouais. Ok, bon, ben, écoute, voilà. Moi, ça faisait partie de mes questions, hein. Le Ethereum 2.0, évidemment. Ben, tout le monde est super excité voilà, avec donc tout ce que ça implique, notamment bah, sur la supply et, je suppose, des briques supplémentaires de scalabilité. Euh, Écoute, très bien. Donc là, toi, de ton sentiment, c'était plutôt 3 mois. Et dans ce que tu as dit, donc voilà, je reprends sur le signal et le bruit. Donc bon, dans les signaux, ça, c'était la mauvaise nouvelle. Voilà. Le bon côté, c'était tous les projets de qualité. Qu'est-ce que t'en as quelques-uns en tête qui te sortent? Et tu peux même parler de ton projet phare à AV, hein. Je veux dire, Bah, je vais même parler d'une partie d'AV et puis ça nous fera la transition pour le sujet d'après. Lens Protocol, on était très présent dans ce hackathon, puisque cette conférence c'est aussi un hackathon. C'est le fameux DevConnect, ça, en fait, c'est le nom du hackathon. Et la conférence s'appelle Ethereum Amsterdam. Donc en fait, c'est 2 événements en un, c'est pour ça que ça dure une semaine. Et sur Lens, on a eu beaucoup de projets qui se sont développés et de gens qui ont pris un petit peu l'opportunité d'avoir ce protocole de social graph, de réseau social, qui est pensé pour les créateurs de contenu. Et, euh, et du coup, il y a eu beaucoup de projets. Moi, j'ai été assez impressionné de la créativité des gens autour de ce protocole. Ils l'ont un petit peu, chacun a un petit peu bossé sur ces trucs. Et ça me rend plutôt optimiste pour le mainnet de ce protocole qui approche à grands pas, puisque ça, je peux le dire publiquement, hein, oui, c'est depuis le début de cette semaine, on est ce qu'on appelle feature freeze, code freeze. Alors ça veut dire en qu'est-ce informatique, que c'est que le développement est officiellement terminé et maintenant on passe en audit. Donc là, les Ok. développeurs n'ajoutent plus de lignes de code. Ils considèrent que bah, on est sur une version qui est cohérente pour aller en production. Et donc maintenant, tout le code a été confié au cabinet d'audit. Et donc, dans les prochaines semaines, ils vont vérifier le code pour voir s'il n'y a pas de faille informatique, pour voir s'il n'y a pas de soucis. Donc, ça va prendre quelques semaines puisque c'est donné à plusieurs cabinets d'audit indépendants qui vont travailler séparément sur la question. Et s'ils ne reviennent pas avec des erreurs majeures et Des des horreurs. problèmes, voilà, des horreurs qui forceraient de retourner à l'établi, corriger un petit peu et faire de la mécanique, si on n'a pas de choses majeures, mais seulement des choses mineures dans les rapports, ce qui est la meilleure chose qui puisse arriver, eh bien, on pourra passer sur le mainnet de ce protocole. Et là, du coup, ça va devenir beaucoup plus concret pour les gens. Parce que là, en fait, Voilà. Lens protocole est déjà disponible sur le testnet. Mais bon, le testnet, ça intéresse pas tant que ça les gens, hein. Les gens, ils aiment bien test in prod, Et comme on dit. Et, et je t'avoue que je fais partie de cela. voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est Et en quelques Lens, mots, j'ai la question sur le chat, c'est Lens qui passe en audit et pas Lenster. En fait, pour bien comprendre, et je sais que c'est compliqué à appréhender, Lens, c'est la boîte à outils, c'est le protocole en lui-même. C'est un peu comme Ethereum serait un réseau. Et dessus, on peut faire des applications. C'est-à-dire, il y a toute une boîte à outils de choses qu'on peut faire avec le protocole Lens, mais on peut en faire des applications qui ont des buts différents. Donc, par exemple, Lenster, c'est une application qui n'est pas développée par AV, hein, c'est quelqu'un qui avait fait un hackathon il y a quelques semaines et qui continue de travailler sur le projet. Et lui, il a fait une copie quasiment conforme de Twitter en utilisant les ok. fonctionnalités du protocole Lens, mais c'est qu'une des différentes manières de faire sur le Lens protocole. Et du coup, c'est c'est seulement ce qui là va aller sur le mainnet, c'est le protocole en lui-même. Et ensuite, les gens pourront développer et publier leurs applications sur le mainnet s'ils le souhaitent. Et Marc, tu pardonneras mon ignorance, je l'espère, mais comment c'est relié à Ethereum et éventuellement à AV? C'est dans Alors, c'est relié à le Lens Polygon. Protocol. C'est À relié à Polygon, Polygon. ok. Alors aujourd'hui, ça utilise le mainnet de Polygon, mais en fait, c'est une solution de lancement.
C'est-à-dire, il faut bien commencer Ok. quelque part. Et Polygon, aujourd'hui, c'est le réseau le plus sécurisé, le plus rapide et le moins cher qui soit disponible dans l'écosystème EVM. Aujourd'hui, Ok. quoi qu'on en Ok. pense, faire une transaction sur Polygon, ça coûte entre 50 et 70 fois moins cher que de faire la même transaction sur Avalanche. Ça coûte Oui, oui, entre oui. 30 et 50 fois moins cher que faire la même transaction sur Phantom, par exemple. Et Polygon a beaucoup de on-ramp et off-ramp, donc c'est relativement facile. Par exemple, si on a des USDC, on peut les C'est retirer vrai. directement sur Polygon depuis Binance. Il y a des connexions avec d'autres échanges centralisés. Donc en fait, c'est un peu un lieu de test qui est idéal vu le cas d'usage où on va faire beaucoup de toutes petites transactions qui n'ont pas forcément de valeur financière. Et surtout, quand on veut bien le faire, parfois, bah, en fait, il y a quelqu'un qui va payer le gaz pour les utilisateurs. Parce que si tu demandes aux utilisateurs de signer et faire une transaction à chaque fois que tu fais un tweet, bah, ça va être un petit peu compliqué. Donc, en fait, on peut utiliser des systèmes qu'on appelle permits, c'est des métatransactions, qui font que, bah, en fait, il y a un acteur qui va payer Couvrir le les gaz, voilà, couvrir les frais de gaz pour l'utilisateur. Ça se fait beaucoup, hein, au final. Bon, ça se fait pas sur le mainnet parce que ça ruinerait les gens très, très vite. Mais sur d'autres réseaux, tu peux le faire. Et clairement, là où ça va se diriger, parce que ça, c'est bien quand il y a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 utilisateurs, mais si le protocole Lens et ses applications ont du succès, il faudra migrer vers des solutions qui sont un petit peu plus scalables. Et du coup, bah, ce sera soit un roll-up Voilà. au-dessus d'Ethereum Zero Knowledge, par exemple une solution comme Starknet. Ça peut être un subnet Avalanche, par exemple, qui pourrait permettre ça. Il y a DeFi Kingdom qui a ouvert la voie en faisant l'un des subnets les plus qui fonctionnera et qui fonctionne le plus, ou alors les nouveaux supernets de Polygon. Polygon a créé une nouvelle, ils ont annoncé ça il y a la semaine dernière, ils ont J'ai créé bien une aimé. nouvelle solution et pour donner, pour rigoler un petit peu, c'est pas la même technologie, mais pour rigoler, vu que Avalanche appelle ça des subnets, donc littéralement sous le réseau, Sous. et ben eux ils disent supernet, donc c'est au-dessus du réseau, voilà, parce que c'est mieux. Voilà, c'est Et bon, c'est Emile, du il a dit marketing. je vais lancer les hyper giga méga supernet, un truc comme Voilà, ça, pour les taunter super un peu. Saiyajin net, les super Saiyan net. Voilà. Donc, et d'ailleurs, en parlant de Lens, on peut rebondir sur ce qui s'est passé récemment, où Stani, le fondateur d'AAV, avait tweeté que, pour rigoler, hein, qu'il était le CEO par intérim de Twitter, et ça lui a valu une suspension de son compte. Ce Et qui certains, le bloc a titré que c'était un bannissement. À ma connaissance, c'est une suspension. Donc, à ma connaissance, c'est pas définitif. Mais Twitter et enfin les réseaux sociaux, YouTube, Chatouilleux. voilà, si vous, vous avez peut-être connu sur YouTube ou sur Twitch, ça vous est pas arrivé et j'espère que ça vous arrivera pas. Mais en fait, ils font des actions, ils expliquent après et quand ils expliquent, bon, ils expliquent de manière succincte, quoi. Il faut lire entre les lignes. Voilà, il s'est passé un truc, on sait pas trop si c'est pour toujours, si c'est pour jamais. Euh, et, euh, et du coup, voilà, il a fait deux tweets. Il y a deux tweets qui sont plus ou moins problématiques, mais en fait, c'est tellement gros que bah, tu te dis que forcément, c'est une blague, en fait. Et puis, c'est pas non plus, il n'y avait pas des propos insultants dedans, enfin, c'était de l'humour. Le premier, c'était merci Elon Musk de m'avoir mis CEO par intérim de Twitter. Et deuxièmement, le deuxième truc, c'était si j'étais CEO de Twitter, mon plan dans les 90 jours, bah, c'est de mettre le bouton Edit et des features qui sont demandées. Utiliser le Lens protocol euh, c'est ouvrir le code source de l'algorithme. Enfin voilà quoi. Et donc il y a eu ces deux tweets-là et on s'est, durant la nuit, ça s'est passé durant cette nuit pour nous, son compte a été suspendu. Ok. Il Donc, n'y a plus d'humour hein, sur les réseaux sociaux, c'est devenu. bah, en fait, ça arrive en plein dans la polémique où on a un acteur qui s'appelle Elon Musk, qui a déjà acheté plus de 9% du capital de Twitter et qui a fait une offre publique d'achat qui n'est pas encore finalisée. Hein. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver du jour au lendemain. On parle de deals à plusieurs dizaines de milliards. Je crois 43 milliards ou 44 milliards, je crois, de dollars. Donc, c'est des choses qui prendront, bah, parce que bah, il y a des cabinets d'avocats avec de merger and acquisition qui sont en train de se poser sur la question. C'est des trucs qui prennent du temps, mais qui fait une offre publique d'achat pour retirer Twitter de la bourse et que ça devienne une entreprise privée détenue par Elon Musk.
Et ce qu'il dit publiquement Elon Musk là-dessus, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est que il y ait plus de free speech, c'est-à-dire de libre parole, qu'on ait un petit peu plus de transparence là-dessus. Et c'est relativement intéressant de dire que de se dire que ça arrive. Donc, tu fais une blague et ton compte, qui est quand même une plateforme publique, il avait, je ne sais pas combien de, je sais pas, 140 ou 130 milliers de followers, Stani, et c'était une personnalité publique, et se fait suspendre du jour au lendemain pour une blague. Alors qu'ils auraient pu lui envoyer un message et dire, bon, bah là, t'as déconné, supprime tes trucs. Enfin, il y a du dialogue qui est possible. Et c'était un compte vérifié. Et je vois dans le chat qui disent que bah ouais, il y a deux poids deux mesures puisque Musk a dit si je suis CEO de Coca, je remets de la cocaïne dedans. Donc pourquoi ça passe et Stani qui est quand même plus family friendly dans ses blagues, ça passe pas. Donc c'est un petit peu compliqué et donc ça pousse un petit peu cette idée de il faut des réseaux sociaux décentralisés où il n'y a pas une autorité centrale qui peut cliquer sur un bouton et du jour au lendemain couper les gens quoi. De toute façon, c'est vrai avec tous les réseaux sociaux, hein, c'est vrai avec YouTube, Facebook, enfin, je veux dire, tous, c'est sûr que tu marches sur des œufs. Pour des gens qui, quand tu bâtis une communauté, tu peux te la faire ban. Voilà, nous, on s'était fait ban notre YouTube sur le journal du Coin, sans préavis, sans savoir pourquoi, sans avoir rien fait. Et parfois ça revient, parfois ça revient pas. Enfin, disons que les gens dont c'est le métier, et même pour les idées, en fait, hein, pour le monde des idées, c'est sûr que voilà. Mais après, nous, justement, enfin, bon, moi, je sais, moi, Moi, là je où je suis trouve très que dubitatif. il y a un truc qui est important, c'est que quand tu fais un réseau social Web3, en fait, tu changes le modèle économique. C'est-à-dire le modèle d'Internet aujourd'hui, Oui. c'est qu'il faut que ton réseau social, il ait 1 milliard d'utilisateurs qui te postent des photos, si tu t'appelles Instagram, de leur avocado toast tous les matins, parce que voilà, ça leur plaît, ils font ce truc, parce que le business model de ce réseau social, c'est ton temps d'attention. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, tu es le produit, et en fait, on te vend tes 20 secondes avant le début de la vidéo à des annonceurs, et ces annonceurs, eux, ils veulent pas être associés, parce qu'ils ont une image, c'est des marques, c'est normal, ils veulent pas être associés à du contenu qu'ils considèrent choquant. Et comme le monde est dominé par les États-Unis et que les États-Unis aiment bien être un peu puritains, on se retrouve avec une autocensure qui est terrible. Aujourd'hui, sur YouTube, tu peux rien dire. Mhm. Sur Twitch, tu peux rien dire. Et le truc, c'est que tu es dominé dans des algorithmes qui vont te mettre en avant pour envoyer le plus de vues aux gens qui sont susceptibles de regarder les publicités parce que c'est le business model. Et si toi, tu décides en tant que créateur de contenu de te dire, moi je suis sur Twitch, mais personnellement, j'ai pas besoin de Twitch pour gagner ma vie. C'est clairement, moi, j'ai pas de Mhm. société derrière ça. Quand je vais chez Cryptomatrix le lundi, je le fais pas comme un métier, je le fais pour partager à la communauté et même vous, c'est pas votre activité principale Twitch. Vous avez le Mhm. journal du coin, vous avez votre propre site, vous avez vos propres activités. On est plus dans une démarche de communauté. Mais le truc, c'est que si tu retires la monétisation, et ben là où tu faisais 10 000 vues, tu en fais plus de 3 000. Parce que l'algorithme, il se dit, une vue chez lui, quelqu'un qui passe 20 minutes devant une vidéo qui a pas activé la monétisation, il passe pas 20 minutes devant une vidéo, il a regardé 40 secondes de publicité et qui m'a fait gagner des sous. Et ce qui est intéressant dans ces réseaux sociaux Web3, c'est qu'en fait, la monétisation, elle n'est pas sur la publicité. On s'en bat les couilles d'avoir un annonceur qui fait de la pub, un tweet qui est sponsorisé, parce que la monétisation, elle est sur la création de contenu et la monétisation du contenu. C'est-à-dire que quand tu fais un tweet, par exemple, dans mon cas, ce serait un French chart, eh ben, je peux dire, si tu es abonné à ma chaîne et que tu as payé un DAI ou un USDC, eh ben, tu as mon French chart le soir même, Mhm. dès que je trouve la stratégie. Par contre, si tu n'as pas payé, tu l'as demain, dans 24 heures. Et du coup, tu n'as Mais, peut-être pas la même opportunité. Et je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ça. Et ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Moi, je n'ai pas besoin de Ma- faire ça pour gagner ma vie, mais c'est un exemple. Et du coup, tu es dans une logique complètement différente, en fait. Marc, moi je trouve que c'est beau parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux du Web3 sont beaucoup plus proches d'OnlyFans. Je veux dire, on est dans un modèle que, Bah ouais, mais c'est pas. où tu... Ça, c'est un truc dont on peut parler, tu vois. OnlyFans ou même toute la monétisation. Aujourd'hui, moi, je sais pas quels sont vos deals, et puis si vous voulez pas en parler, c'est tout à fait normal, mais sur la chaîne Twitch de Cryptomatrice, quelqu'un qui s'abonne et qui paye 5 dollars ou 5 euros, je sais pas,
il y a moins de 2 euros qui reviennent à la chaîne. Tout le reste, ça va à Twitch. Et c'est quand même J'ai un aucune truc idée. étrange parce que, mais c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Et pareil, il y a des pubs sur Twitch, je crois que ça a rapporté $50 en 16 mois, alors qu'on a des gens, enfin nos trucs sont suivis comme vos trucs. Et le truc, c'est que toi, en tant que créateur de contenu, tu peux pas désactiver la pub. Alors que bah, ça Ouais, c'est rapporte rien, difficile. tu t'en fous. Et certains d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez peut-être subi 20 secondes de publicité. Ça a rapporté très peu de valeur aux créateurs du contenu de la chaîne et on ne peut pas vous le désactiver parce que bah, l'algorithme a décidé qu'ils allaient vous mettre une pub. Nous, très honnêtement, Marc, en fait, la publicité sur YouTube ou Twitch ou tout ça, finalement, on s'en fout. Alors, quand les gens font des donations, on est évidemment très heureux parce que le geste est beau et ça nous va droit au cœur et c'est cool, mais c'est pas notre monétisation. Nous, on préfère, par exemple, beaucoup plus l'aspect autorité, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on essaie de se qualitatif que Bah, quantitatif clairement. sur un modèle tout pété de pay-per-view ou je sais pas, fait tu vois, voilà. Ça marche Et je pas. pense que Sur des pubs qui n'intéressent personne. Ad revenue, c'est ça 1% marche pas. ça vaut rien. C'est Enfin, clairement, ça marche pas. Et du coup, autant bah, squeezer ça. Tu vois, tu peux te faire ton profil Web3 et te dire, bah, il y a certains Mais contenus, tu vois, même si tu veux garder la gratuité pour ta communauté, tu peux dire, et ça marche. Les gens sont parfois prêts. Et en fait, ne serait-ce que 1 ou 2% de ton audience qui paye pour avoir ton contenu 24 heures à l'avance ou quelques heures à l'avance, surtout si c'est des trucs de trading. Moi, je suis pas trader, mais il y a des gens qui publient des charts toute la journée, qui ont une énorme audience pour ça et je le respecte parce que je suis pas capable de le faire. Il y a des gens qui seront peut-être prêts à payer $1, $2 pour les avoir 6 heures avant. Sauf que le truc, c'est que ce $1, quand tu le payes dans le Web3, eh ben, le mec, il a $1. Il a directement $1 dans son wallet et la plateforme, elle peut prendre 2 centimes, 3 centimes et quand même vivre parce que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes structures. Alors que dans le Web 2, bah, il faut que le mec file $5 pour que tu te retrouves après impôt avec $1 ou $1,50. Donc en fait, non, mais l'efficacité pour le créateur de contenu, ça n'a rien à voir, quoi. puis c'est pire que ça, en fait. Je veux dire, déjà, dans l'intermédiaire à une captation, je veux dire, usurière, c'est-à-dire qu'il capte des taux monstrueux. Et en On a plus, plus il de a la une moitié. capacité de censure. Et il a une capacité de censure, je veux dire, et de contrôle de l'information, enfin, qui est énorme. Donc, c'est sûr que non seulement tu es plus libre dans le Web3, dans le sens où chacun, quand même, tu peux plus difficilement te faire censurer, et en plus, tu captes plus. Donc, voilà. Mais malgré Et tout, et il y a un truc qui est il y a quand intéressant même un pour tel moi. différentiel. Ouais, le dernier point que je voulais dire, c'est que, en fait, quand tu es dans ce système qui est plus fair, t'as pas besoin de 100 000 vues. C'est-à-dire que tu as Oui, besoin de oui. 100 000 vues ou 1 million d'abonnés quand tu es dans le Web 2, parce que chaque personne qui est dans ta communauté te rapporte 1 centime au mieux. Mais en fait, si tu as 1000 personnes qui sont une communauté qui veulent contribuer réellement, en fait, tes revenus sont plus élevés que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés dans le Web 2. Et ça change le truc. Mais Tout le monde dit bah, Twitter, c'est irremplaçable parce qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs. Mais en fait, tu peux faire un Twitter Web3 avec 50 000 mecs qui sont ultra chauds et qui sont prêts qui créent de la valeur et qui consomment et qui sont prêts à dépenser pour obtenir cette valeur. Et en fait, 50 000 utilisateurs générera plus d'activité économique qu'un truc où il y en a un demi-million ou 5 millions ou 50 millions. less is more. Mais c'est une ode à la qualité, finalement, ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire, c'est Exactement. que Mm. Bah, de Mais toute tu le façon, retrouves aussi aujourd'hui, dans aujourd'hui, mais tu peux, il n'y a pas de réseau blockchain, que ce soit même Solana ou etc., qui sont des blockchains à forte capacité. Si tu as 1 milliard d'utilisateurs sur Solana, le truc crash, quoi. Les serveurs prennent feu immédiatement. Donc en fait, pour l'instant, mais si tu veux faire un réseau social Web3, tu es obligé de faire du qualitatif. Ça me Aujourd'hui, rappelle faire en du truc l'état, de oui. masse, de peu de qualité, ça n'a pas de sens. La technologie, pour l'instant, après, on peut avoir ce débat dans 5 ans, dans 10 ans. Mais aujourd'hui, tu fais du qualitatif, quoi. Ça me rappelle la première interview avec le CEO de Solana, Anatoly, on avait publié sur la chaîne en février 2021 ou janvier, où il faisait l'analogie en fait du système monolithique qui pourra accueillir un éventuel Twitter décentralisé. Il avait mesuré que que sur Twitter, il y avait 5000 messages qui étaient publiés par seconde. Et donc, ils vendaient Solana comme la plateforme qui pouvait hoster en fait l'activité intégrale de Twitter parce que certes, il y a peut-être des centaines de milliers de comptes, mais il n'y a à un instant T, par bloc, il n'y a que 5000 messages à traiter. Et
Solana, soi-disant, peut supporter ça, sauf qu'en fait, Et, un tweet, c'est quelque chose de plus complexe qu'un message de consensus ou une transaction basique. Il y a peut-être plus de choses qui vont prendre plus de gaz et qui vont clog le bloc très rapidement. Mais ça me fait très rire cette analogie. Ça me rappelle exactement l'un des premiers arguments qu'on m'avait présenté pour Solana. Quelque chose qui peut accueillir et, une version décentralisée de Twitter. 5000 messages par seconde, et du mesdames et messieurs. Voilà, et du coup, messieurs, attends, j'ai une question pour vous, tous les deux, Marc et Samy. Et l'état de l'art actuel, c'est quoi? C'est des capacités d'accueil en nombre d'utilisateurs et de coûts? Parce que après, évidemment, je pense que Ethereum a finalement peut-être le plus d'utilisateurs, hein, c'est sûr, mais à des coûts. Les capacités de traitement des réseaux, enfin, où c'est qu'on en est, l'état de l'art? Et ensuite, quelles sont les Aujourd'hui, solutions qui offrent les meilleures perspectives? L'état de l'art. aujourd'hui, moi, Oui, j'ai une vision qui est plus sur ma spécialité, c'est-à-dire la défi. oui. Aujourd'hui, en nombre d'utilisateurs, le numéro un, ça reste la BSC. C'est-à-dire aujourd'hui, le réseau qui accueille le plus d'utilisateurs et qui a le plus d'utilisateurs d'adresses actives uniques. Alors, est-ce que Mhm. c'est des robots ou pas? Moi, je pense pas. Il y a vraiment des gens. Aujourd'hui, ça reste la BSC. Ah! Il y a 10 utilisateurs BSC pour un utilisateur Ethereum. On est dans ces proportions-là. Et ça a beaucoup baissé. Il ne faut pas non plus sauter au plafond, Mais c'est mais quand même très drôle, hein. le numéro 2 en termes d'utilisateurs, et là je parle de défi, Et hein. attends, Donc, euh, Marc, oui, t'as les métriques globales, tu as dit donc 10 pour 1, mais tu sais à peu près combien ça fait au global non, j'ai pas de chiffre ok. précis parce que en Tu sais fait que ça c'est plus, dépend des relativement c'est protocoles, plus. etc. Voilà. Ça dépend des Relativement. protocoles, de comment tu comptes un utilisateur. C'est très difficile de dire si une adresse est un utilisateur, parce que moi j'ai 10 adresses, donc ça veut dire que je suis 10 personnes. Oui, oui, bien Donc, sûr, bien sûr. voilà. Et une adresse, ça peut être un protocole qui représente 10 000 utilisateurs. Donc c'est très, il faut toujours avoir un petit peu de recul quand on dit ces choses-là. La deuxième chose qui est intéressante et qui est importante, c'est dans les réseaux EVM, c'est Polygon. Ok. Avait de loin le nombre d'utilisateurs, notre déploiement avait le plus utilisé, alors que ça ne se voit pas du tout dans la TVL. Donc, c'est Ah ouais, Polygon. ouais, ah ouais, ouais, ouais. Le numéro 3, c'est Avalanche, clairement. Ok. Et tu vois, la TVL d'Avalanche est plus grande que la TVL de Polygon. Donc, comme Ok, quoi. c'est rigolo. Donc, tu as des paniers moyens différents, en fait. Voilà. Quatrième, c'est Ethereum Mainnet, qui quand même bénéficie d'un socle d'utilisateurs. Et après, c'est Phantom, c'est Phantom, Arbitrum, Optimism et bon dernier, Harmony. Harmony, il n'y a quasiment personne. Ok, là, c'est très intéressant, Marc. Donc, on a parlé en Et termes d'utilisateurs. Et par contre, maintenant, si on fait TVL, je suppose que le first, c'est Ethereum le first, ou c'est pas? Ethereum de loin. Le 2, Ok. c'est Avalanche. Le 3, c'est Polygon. Etc. Et donc, on a Non, des non, paniers là, moyens, en fait. je parle de AV, là. Pour l'instant, il n'y a pas d'AV Ah oui, sur. non, pardon, oui, non, je suis en TV là. Oui, non, excuse-moi. J'ai pas du tout de chiffres sur Terra, donc je peux pas vous dire. Ok, très, très intéressant. Très, très intéressant. Et est-ce que ça reflète les capacités des technos? Parce que, bon, ouais, c'est un savant mélange, tu vois, parce que la BSC, finalement, c'est un savant mélange de marketing et de quick and Bah, dirty. Mais tu ça, vois, par exemple, le réseau le moins cher, de loin, c'est Polygon. Aujourd'hui, ouais, et on le retrouve. c'est pour de vrai. C'est genre, Ouais. faites la même transaction, déposez la même somme du SDC, par exemple, sur AV Polygon et sur AV Avalanche et AV Phantom. Tu vois, si on devait s'amuser à faire exactement la même transaction sur les trois réseaux, euh, dans l'ordre, c'est Polygon le moins cher, Avalanche et Phantom le plus cher. T'as Solana hein, qui est compétitif, hein, mais qui n'est pas EVM compatible. Mais Ouais, mais t'as. pour l'instant, il n'y a pas AV sur Solana, donc j'ai pas Ouais, des chiffres précis. ok. Mais Mais c'est rigolo, Avalanche, c'est devenu cher, hein. C'est un Oui, oui, peu. oui, je sais, ouais. Ben, comme Phantom, c'était très cher quand il y a eu l'explosion. Maintenant, ça s'est bien calmé, Phantom, hein. Ça y est, on avait dit faites attention à vous, amusez-vous, mais faites attention à vous. Bah là, ça y est, c'est parti vite. Et je pense que ça va nous amener sur le point suivant, c'est que en ce moment, nos petites activités d'agriculteurs honnêtes, on sait que parfois les saisons sont bonnes et la terre fertile, et parfois on est plus dans la sécheresse. Et là, on s'approche d'une période de sécheresse, hein, clairement.
Oui, mais tonton Marc, tu sais que nous, on aime bien quand tu as des French charts, quelles sont, donc dans ces périodes difficiles de souffrance et de famine, quelles sont tes stratégies encore valables? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, une idée? Que fait la résistance? Eh ben, aujourd'hui, moi, clairement, personnellement, j'ai reconcentré mon portfolio. Donc, et je suis pas Mhm. là pour vous faire un conseil en investissement, mais je Non, me non, suis mais là, tu parles pour toi. reconcentré sur de l'Ether staké. Bah, je garde mes AV, bah, ça, c'est parce que c'est ma religion, hein, quel que soit, bon, voilà, je suis marié avec. Et donc, c'est staké aussi. Et donc, je me concentre sur des actifs que je stake. Et bah, je laisse passer la vague en me disant bah, j'en aurai plus au cycle suivant. Et je me concentre sur des actifs où il y a de bonnes chances qu'ils soient encore vivants au cycle d'après. Donc Ethereum, a priori, ça va être compliqué que ça disparaisse. AV, bah, moi j'y crois et je pense qu'il y a de bonnes chances que bah, ça continue. Je crois qu'on a perdu Benoît. Moi je le vois plus. C'est, Il a freeze. il a freeze. Ouais. Je parle de l'île farming. Bon, je sais Je suis pas s'il surpris. nous Bah entend. là, ouais, là, Benoît, il est en. Ah, Il ah, a un un ping. back, un back. Ah voilà, il est de retour. Ensuite, S-thématique. Voilà, c'est je stake mes Matic aussi. Il y a une tokenisation du Matic qui est fait par Lido, donc c'est comme le stake ETH. Donc, et en ce moment, il y a de la gouvernance chez AV, donc possiblement ça va devenir un collatéral chez AV. Mes mailles, enfin mes chi, parce que bah, je suis un chi DAO maximaliste, même si le token a pris cher, hein, on est passé de 1,30 $ quand on était à Barcelone à, je crois, 80 centimes ou 75 centimes actuellement, donc ça a pris cher. Attention à la volatilité, les amis. Et puis mes ghosts, hein, avec Gochi maximaliste. Donc, mais en fait, tous ces trucs-là, bah, j'ai quand même du rendement. Alors, Ethereum, j'ai un rendement de 4%, que c'est pas non plus incroyable, mais ça travaille tout seul et c'est du rendement en Ether et ce sera toujours bien pour plus tard. AV, j'obtiens un rendement de 7% avec des stacks AV. Mhm. Euh, Matic, je crois que je suis à 8 ou 9, donc c'est relativement intéressant. Et Ghost, je suis à 35-40 et Chidao, je suis à 35. Donc, alors certes, si on est vraiment dans une période où ça va se raréfier, ça va se calmer, très probablement les rendements vont descendre, 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 et puis la valeur des actifs vont descendre, donc il y a beaucoup de risques. Mais si on est là sur le long terme et qu'on se dit, bah, on n'est pas trop en effet de levier, on peut attendre, on a les stables pour passer l'hiver. Voilà, moi pour l'instant c'est ma stratégie parce que en fait il existe des opportunités encore de farming, mais elles durent de moins en moins longtemps. En fait, on sent que tout le monde a un peu faim et du coup, tu as l'armée des sauterelles qui arrive dès que quelqu'un lance un truc, un programme d'incentive. On l'a vu très très fortement chez AV. Donc AV, on a réactivé, donc Avalanche a réactivé le Rush. liquidity mining, le rush sur la V3, puisqu'il l'avait mis en pause pour la V2, en préparation de la V3. La V3 est sortie, on a laissé passer quelques semaines pour être sûr que tout était stable, qu'il n'y avait pas de problème. Et puis Avalanche a relancé la V3. On a eu 4 milliards et demi de dépôts en 4 jours. Donc voilà, 1 milliard de Bon. dépôts par jour, c'est extrêmement violent. Et en fait, on a vraiment ce sentiment qu'il existe des milliards de dollars qui sont en stablecoin, qui sont en actifs et qui attendent la moindre opportunité. Donc dès qu'il y en a une qui se présente, elle se prend 2 milliards de TVL dans la tronche en 24 heures. Et du coup, bah, le rendement tombe à zéro, puisque Oui. en fait, cette liquidité, elle n'est pas là pour le long terme, elle est là pour extraire de la valeur. C'est, La chasse. et, euh, et en fait, le système s'est mordu la queue, entre guillemets, où en fait, il n'y a plus de système qui est pérenne. Donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Ce sont des chasseurs-farmers. Donc, Voilà, les chasseurs-farmers. Donc là, on est dans une période un peu dure, c'est normal, ça fait partie des cycles. Quand tout monte, les gens ont envie de garder les actifs qui farment parce qu'ils se disent ça va monter aussi. Et là, comme on est dans une période où on est plus à plat, voire en descente, les gens se dérisquent et du coup, ils farment, ils dumpent tout. Et du coup, les protocoles commencent à le voir et il y a de plus en plus de farming qui te force à staker sur une certaine période, oui. les rendements, les distributions sont plus lentes, etc. Donc là, on va rentrer dans une période où l'agriculture sera un petit peu plus compliquée, c'est normal. Et Alors, bah, chaque cycle est comme ça, quoi. Ça va alors Marc, durer moi j'ai 6 deux mois, questions. un an. Ça m'a inspiré deux questions. Donc là, ce que tu as dit, c'est que tu concentrais. Donc finalement, ton farming, j'en comprends que c'est une forme de DCA
En fait, c'est une forme d'accumulation sur des actifs sur lesquels tu es bullish. Bon, ça, c'est un prérequis très important. Et C'est vu ça. que les temps sont incertains et difficiles, mais forcément, tu as resserré un petit peu ta range d'actifs sur lequel tu es engagé. Et ceux-là, tu les farmes, ce qui te permet d'en accumuler plus sur le long terme. Et c'est une forme de DCA par le staking. Donc voilà. C'est Ça, ça. ok, ça, j'ai compris. Ce que tu n'as pas forcément dit, je pense pas, c'est tes modalités de staking. Parce qu'il y a plein de façons de faire. C'est-à-dire que tu peux faire du liquid staking, tu peux passer par Lido. Ensuite, tu peux aussi faire des trucs, des cabrioles. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il fait. Moi, j'ai découvert récemment, j'ai pas encore utilisé à titre personnel, donc je vais me lancer dans cette. Et d'ailleurs, c'est pas des recommandations. Je marche régulièrement sur des mines. Mais par exemple, tu as StakeDAO qui fait des stratégies options avec de l'Ether. J'ai vu que Ribbon Finance a l'air de permettre de faire les mêmes choses avec des Ether stackés liquides de Lido. Donc, il y a des petites Alors, saloperies comme ça. ça, je vous invite à la plus grande prudence. Alors, StakeDAO, j'aime D'accord. beaucoup. Hein, je suis assez proche de Julien, etc., et toute l'équipe, donc j'aime beaucoup. Mais je vous invite à la prudence très fortement, à la fois sur Ribbon et sur StakeDAO, sur les produits d'options, parce que ce sont des produits financiers complexes qu'on vous présente un Mhm. petit peu de manière simple, allez déposer vos trucs et vous verrez, ça va bien se passer. En fait, ce que vous faites, Il y a c'est des... que vous êtes en train de parier sur le fait que les cryptos ne seront pas volatiles. C'est très clairement ça. C'est-à-dire que vous déposez vos Ethers, ou vous déposez vos stablecoins, ou vous déposez vos bitcoins, et vous dites, et vous annoncez au marché, à des acteurs, des market makers, donc des acteurs du marché, voilà, donne-moi de l'argent, et tant que le prix de l'Ether Non, ne monte c'est pas moi qui le faisais. au-dessus d'un certain prix C'est- ou ne descend pas au-dessus d'un certain prix, eh ben voilà, moi je gagne de l'argent. Mais par contre, si il y a de la volatilité, eh ben là vous pouvez perdre et vous pouvez perdre beaucoup en fait. Et les amis, les crypto-monnaies sont le marché financier le plus volatile du monde. Donc faites attention à vous quand vous rentrez dans des Oh, produits financiers qui ont l'air tout beau, tout joli. Il n'y a qu'un clic à faire et c'est magnifique, on gagne 30% sur le Ether. Vous pariez sur le fait que le marché le plus volatile historiquement du monde ne sera pas volatile. Donc moi, Et je vous dis, c'est c'est les, extrêmement risqué. Et en c'est les fait, vous voitures. allez gagner. Comment? Je t'en prie, non, je t'en prie. Non, non. Ouais. Ouais. En fait, vous allez gagner une semaine, vous allez gagner 2 semaines, vous allez gagner 3 semaines. Mais en fait, il suffit d'une semaine, qui est une semaine très typique au final dans les cryptos, où l'Ether prend 20%, ou au contraire en perd 20, et vous allez perdre 6 mois, 9 mois, 1 an, 10 ans de gains. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, je vous invite à la prudence, parce que ce sont des produits financiers compliqués, et on n'a pas d'argent gratuit dans la vie. Donc, les gens qui sont prêts à Ok, vous payer ce qu'ils vous payent, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Attends, ok. voilà. La DeFi toute option, c'est avec des pincettes. C'est les voitures qu'il faut prendre toute option. Julien. Non, 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 Bon, non, mais les allez, stratégies options, non, mais merci, c'était un bon live, au revoir. non, non, non. Non, mais c'était une bonne remarque, Marc. C'est vrai que les stratégies d'options sont des stratégies en fait risquées. Donc, tu as un risque de perte et le risque de perte, voilà, Peut être si tu ok, c'est important. cool. Et par contre, sur donc la seconde partie, c'était le liquid staking. Est-ce que tu fais du staking à l'ancienne ou est-ce que tu le fais liquide? Alors, je l'ai fait à l'ancienne au tout début, c'est-à-dire en décembre Ouais. 2020, quand ils ont activé le staking d'Ethereum. Et d'ailleurs, ça valait 80 $ les Ethers à l'époque. Donc, c'est, euh, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie, d'avoir mis des Ethers de côté en me disant, bon, bah, je pourrais les débloquer dans quelques années. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions financières de ma vie, clairement, en termes de retour. Ça, je l'ai fait au début. Mais en fait, je recommande plus aux gens de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que le liquid staking, bah déjà, c'est un clic. Il ne faut pas gérer un nœud, il ne faut pas gérer une instance, etc. Même s'il existe des sociétés, suivez mon regard, qui peuvent peut-être vous aider à faire ce genre de truc-là ou de l'infrastructure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le liquid staking, en fait, votre capital, il n'est pas juste bloqué et puis on verra dans des années. Vous recevez un token, donc là, le StakeEth chez Lido, ou le stack thématique. Et en fait, ce nouveau collatéral pour pouvoir emprunter et éventuellement faire du yield farming. Donc, il y a Instadap qui s'est vraiment lancé dans le truc et qui fait plein de stratégies de levier comme ça. Et en fait, vous vous retrouvez dans une position où votre collatéral, puisque vous utilisez du STETH en collatéral et votre dette, c'est de l'Ether, et vous faites vos positions de levier, et Instadap, ils le font à un clic.
Et ben, comme la dette et le collatéral, c'est exactement le même, la possibilité de liquidation est très faible. Pourquoi? Parce que votre dette va grossir parce que vous payez des intérêts, mais en fait, le coût de votre dette est inférieur au rendement de votre collatéral. C'est-à-dire que bah, clairement, aujourd'hui, on gagne entre 3,9 et 4,4% sur les terres en STI, qui sont payés directement parce que AV arrive à implémenter ce qu'on appelle le rebalancing. C'est-à-dire que si vous Oh. déposez un STH sur AV, vous revenez le lendemain, vous avez 1,01 STH sur AV, alors que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas de claim, vous n'avez rien à faire. Et en fait, votre montant d'Ether va monter plus vite que votre dette en Ether. Et du coup, il n'y a pas de liquidation. Et en fait, si vous faites un levier et un startup, puis vous le font à un clic, vous allez non pas toucher les 4% ou les 3,9, mais vous allez toucher deux fois et demi, trois fois, ça dépend de votre levier. Attention à vous quand même, parce que bah, il faut quand même monitorer le truc et il pourrait y avoir des cas où vous faites liquider. Et du coup, bah, c'est pas 3,9, mais c'est plus 8,5 et c'est plus 9,8, etc. Et on s'approche un petit peu des 10%, 10% payés en Ether. Donc c'est relativement intéressant. Et toi, tu pratiques ça? Donc toi, ce serait la méthode, ce serait liquid staking Moi, je avec pratique quelques ça sur l'Ether boucles. et bientôt, je pratique ça aussi sur le Matic, puisque le Matic Ok. et le AVAX, puisque S-AVAX est Mm, en discussion mhm, d'ajout comme collatéral sur AV. Et du coup, si vous avez du AVAX, vous pouvez le transformer en S-AVAX. Là, c'est Benki qui s'occupe de ça, qui est un autre protocole d'Avalanche. Et donc, mhm. votre S-AVAX, vous l'utilisez en collatéral pour emprunter de l'AVAX, pour déposer du S-AVAX, pour emprunter de l'AVAX. Et en plus, vous avez le liquidité. Sur Avalanche, vous avez le liquidity mining de Avalanche en plus. Donc, vous êtes payé en AVAX pour déposer du AVAX, pour emprunter du AVAX, pour redéposer du AVAX. Et là, on est sur des boucles qui potentiellement, vu que le rendement basique, entre guillemets, de AVAX, c'est 12%, si je dis pas de bêtises, on va dire 10%. Bah, si vous faites un x3, et en plus, sur Avalanche, vous avez la V3, donc Efficiency Mode. Donc, au lieu de pouvoir emprunter que 80% de la valeur de votre collatéral, là, vous pouvez emprunter 97%. Donc, en fait, on n'est plus sur le levier x2,5, mais on peut être sur des x10, x20, x30. Et je rappelle, votre dette et votre collatéral, c'est le même actif. Donc, en fait, Oui, quel que oui, soit que le prix du AVAX monte ou descende, il n'y a pas de liquidation, en fait. oui, oui. Parce que si le prix descend du Il varie AVAX, de pair. votre collatéral vaut moins, mais votre dette vaut moins. Donc, au final, le ratio, c'est le même. Et si ça monte, c'est pareil. Donc, on se retrouve dans des trucs qui sont relativement intéressants. Instadap a lancé ça avec tous les actifs sauf le AVAX, puisque le S-AVAX n'est pas encore listé. Et on arrive Ok. sur des rendements à 25-30% sur le USDC, quoi. C'est plutôt pas mal. Alors, attends, ça m'amène à la prochaine question, mais attends, je vais résumer. Ça, Donc, ça, ça c'est quand même l'intéresse, du coup. Ah non, mais tout m'intéresse, tu sais. Non, non, mais si je résume un peu la méta, c'est passer par un liquid staking provider. Bon, un des plus connus, c'est Lido. Se servir de la liquidité, des possibilités d'emprunt de AAV notamment, et automatiser tout ça avec Estadap. Et là, ça commence à faire Exactement. des trucs rigolos. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Instadap. Tout ce que je décris, vous pouvez le faire à la main ou vous pouvez À la utiliser un mano. flash loan. En fait, Instadam va quand même vous faire payer une petite fee. Je crois qu'ils font payer 0,15% ou un truc comme ça pour s'occuper de tout à votre place. Donc, si vous voulez rien payer, vous pouvez le faire vous-même. Mais Instadam, en fait, ils font le tout en une transaction, donc ça va peut-être vous coûter un petit peu moins cher en frais de transaction. Et en plus, ils optimisent le truc et ils s'en occupent entre guillemets tout seuls. Donc, c'est un service, c'est à vous. En fait, ce qui est bien sur le Web3, sur la défi, c'est que c'est vous qui êtes en contrôle. Si vous avez envie de tout contrôler vous-même, gérer le truc, et que vous vous sentez en confiance avec les smart contracts, vous le faites vous-même. Vous payez aucune commission. Ou alors, Instadap, moi je le recommande quand même pour les gens qui sont un petit peu moins à l'aise, parce que on clique sur un bouton et c'est fait, quoi. Ok, C'est- c'est quand même très intéressant, Marc. Et donc, mon autre question, ben, c'était les stablecoins. Parce que quand tu as donné tes actifs, finalement, tu as donné plus ou moins les actifs sur lesquels tu étais bullish long terme. C'est un avis personnel, hein, évidemment, ce n'est pas forcément le seul de temps nous le dira, hein, ça n'engage à rien. Mais Oui, oui, bien voilà. sûr. Et ensuite, est-ce que tu as un bag de stable dans ces temps difficiles que tu fais tourner et quelles sont tes méthodes? Oui, mais aujourd'hui, je fais comme tout le monde. Mes stables, ils sont sur encore. Et, euh, Et, Mais euh, ouais, non, mais je suis mais, d'accord mais avec pas toi. Ok. encore, mais pas encore pour longtemps. Parce que Voilà, ouais, ouais. ça leur Ok, coûte 5 ouais. millions de dollars par jour. Clairement, là, je commence à tirer la sonnette d'alarme.
Clairement, moi, je vais pas les laisser longtemps. Je pense que dans les prochaines semaines, ça dégage parce que ça leur coûte 5 millions par jour. Je crois qu'il leur reste 40 ou Oui. 50 jours de réserve. Après, est-ce qu'ils vont remettre de l'argent ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'ils commencent à baisser le taux de rendement dès ce mois-ci, je crois, dans les prochaines semaines, si c'est pas la semaine prochaine. Et il y a la concurrence qui commence à arriver, où il y a un stablecoin comme ça qui se développe sur NIR, Même Justin Tron. Sun qui veut le sortir sur Tron. Et en fait, les bonnes idées, quand elles sont copiées, recopiées, recopiées, ça va faire exactement comme Olympus. Et du coup, au début, la copie, de la copie, de la copie, après tout s'écroule d'un coup. Et en fait, ce genre de truc, ça peut s'écrouler vite et fort. Et du coup, moi, je préfère gagner sur mon hard work, honest work d'agriculture, peut-être un petit peu moins, mais plus en Et confiance, quoi. Parce que mes ok, stablecoins, c'est un peu alors, mon filet de sécurité dans la vie, tu vois. eh C'est-à-dire, ben toutes oui, mes c'est cryptos peuvent dommage aller de à zéro, et ce serait dommage que mon filet de sécurité, le panier soit percé, quoi. soit trouvé. Donc, Et ouais, mais c'est super, c'est quand même rigolo. Donc, moi, je pense que c'est une des campagnes d'acquisition, c'est-à-dire que c'est une campagne de protection, quand même, les plus membrées de l'histoire, hein, parce que encore, ils payent sur leur fonds propres de l'acquisition d'utilisateurs et de TVL, sachant que ces gens-là sont particulièrement infidèles. Et on est à combien? Enfin, je veux dire, ils ont payé de leur poche combien cette campagne? Elle est énorme, non? Enfin, plusieurs on est à plus milliards, d'un. hein. Plus, plus d'un milliard, ça c'est clair, hein, c'est clair. 5 millions par jour actuellement. 5 millions de dollars par jour, c'est énorme. C'est beaucoup Non, d'argent mais quand parce même. que, attends, tu sais, quand tu ouvres un compte en banque, parfois, je veux dire, tu as quand même des stratégies d'acquisition où on te donne 50, 100 balles quand tu es étudiant, en fonction de ton. C'est une stratégie d'acquisition de nouveaux clients. Si ta mention bien au bac, Et Comment? voilà. Et eux, j'ai l'impression. si ta mention bien au bac. Voilà. Ah oui, ils avaient filé 160 balles, moi, je crois. Ou 130, 130, je crois. Enfin bref. Bon, voilà, moi, ça me Et fait la même impression, mais ça me fait la même impression que ces stratégies-là en version défi. Et par contre, je sais pas quels sont leurs moyens, mais En fait, ok. Et attends, et ma question suivante, c'est ben, du coup, quel est le backup? Qu'est-ce que tu trouves cohérent dans les alternatives plus pérennes? moi, je Parce pense que que ça, je vais c'est pas bouger pérenne. mes stablecoins sur Avalanche et profiter du liquidity mining. Il y a aussi un truc, je pense pas que j'en ai parlé dans cette émission, dans les derniers trucs, mais il y a Optimism. Euh, je Mhm. pense que c'est pas bête aujourd'hui, hein, si vous nous écoutez et que vous avez un petit peu de sous à envoyer sur un bridge pour aller déposer des sous sur Optimism, AV Optimism ou MyFinance Optimism. Je pense que c'est pas trop bête parce que maintenant c'est devenu clair, c'est officiel, hein, il y aura un token hop, il y aura un airdrop. Si vous avez utilisé Polygon, vous êtes éligible à ce airdrop. On sait, vous savez déjà, il y a un site où vous pouvez voir si vous pouvez claim des tokens, etc. Donc vous savez déjà à combien sera votre airdrop. Donc ça, c'est déjà un truc. Et ça me semble très fortement probable qu'il y ait des solutions de liquidity mining. Est-ce qu'elles seront rétroactives ou pas? Moi, je ne pense pas. Mais placer ces pions déjà à l'avance sur le réseau Optimism, pourquoi pas? Et puis au final, c'est un layer 2 et puis ça vous apprendra à utiliser le layer 2. Donc moi, je pense que je vais bouger la plupart de mes liquidités dans les prochaines semaines sur Avalanche si les rendements sont toujours intéressants parce qu'on a des rendements très intéressants actuellement. Et puis commencer à placer quelques pions sur Optimism. Ok, super intéressant. Euh, et ça m'amène à une question suivante qui est dans le fil du temps. Et bien, petite digression sur justement les layer 2 et les différentes solutions de scalabilité. Celle du moment, bah, tu as quand même parlé pas mal de Polygon, donc qui est en pratique, je veux dire, ce qui paraît le plus fonctionnel. Un petit état du marché et les projections futures. Je sais qu'il y a Starkware, mais il n'y a pas encore. Non, Enfin, Starknet, je c'est sais pas pas. encore là. Voilà. Mais ça arrive. Clairement, moi, j'ai pas pu rester, mais juste après DevConnect, il y avait un hackathon Starkware. Ouais, ouais. On m'en a dit que du bien. Malheureusement, j'ai pas pu rester parce que je peux pas non plus passer toute ma vie. Au bout d'un moment, faut retourner bosser, quoi. Même si ça fait partie du boulot hein, pour moi d'être en conférence, mais voilà quoi. Et dans les solutions, il y a deux trucs qui continuent de faire du bruit. Moi, je vous le chill à chaque fois, mais pourtant ça décolle pas tant que ça. C'est Métis. Pour l'instant, je pensais que ça décollerait plus vite. Clairement, est-ce que le marché n'a pas la faveur? C'est un layer 2, ça fonctionne, c'est un roll-up.
Il y a déjà un token, etc. Mais je pensais que ça allait avoir plus d'impact et au final, pas tant que ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et je crois que c'est Uniswap qui a dit qu'ils allaient développer là-bas, c'est Moonbeam, qui est une solution layer 2 au-dessus de Polkadot. Et j'entends de plus en plus de bruit de couloir à propos de Moonbeam. Pour l'instant, je ne suis pas allé observer ce qui s'y passe, donc je n'ai pas d'avis à vous donner, mais ça fait partie des choses sur mon radar. Ok, super, super intéressant comme toujours. Alors moi j'avais marqué Ethereum 2.0, on en a parlé. Est-ce qu'il y a du Bitcoin 2.0 ou un peu des news sur Bitcoin? Qu'est-ce qui nous fait l'ancêtre là? Est-ce qu'il y a de la vie? Il y a quelque chose qui se passe ou pas? Starkware va scaler Bitcoin. Et ce sera le plus grand plot twist de l'histoire. Moi, personnellement, ça m'intéresse plus, Bitcoin. C'est Ok, clairement des merde, Bitcoins. désolé. Non, mais des Bitcoins, ça fait longtemps que j'en ai plus. Moi, j'ai du WBTC et ça, je l'ai jamais caché. C'est-à-dire, bah, moi, sur mon Ledger, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas utilisé l'application Bitcoin. D'ailleurs, il faudrait que je l'enlève parce que faire une transaction sur Bitcoin, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait une transaction sur le réseau Bitcoin, clairement. Et bah, j'ai encore un petit peu de WBTC, mais de moins en moins, je dois vous avouer. Et en fait, ça devient compliqué, quoi. Parce que, en fait, le Bitcoiner maximaliste, c'est une espèce qui s'éteint. C'est-à-dire, on a l'impression d'assister au dernier mammouth. C'est le dinosaure. C'est-à-dire, Homo sapiens a vécu la fin des mammouths, hein. Ça existait, ils ont coexisté, hein, les deux espèces. Mais voilà, petit à petit, ça s'est éteint, quoi. Mais c'est probablement les Homo sapiens qui se sont farcis les mammouths, hein. Bah, je Donc, pense qu'on est en train de refaire ça, hein. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir avoir un peu d'agilité. Moi, il y a plus. Et puis même, tu vois, du côté des créateurs de projets, il y a plein de gens qui essayent de développer sur Bitcoin, mais c'est d'une tristesse absolue. Aujourd'hui, tu as une idée complètement pourrie, mais tu as écrit NFT et défi sur ton site. Tu arrives à lever 50 millions de dollars avec tous les investisseurs qui te jettent de l'argent à la gueule. Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont extrêmement talentueuses, et j'en connais, hein, puisque je suis assez proche de la communauté Bitcoin quand même, qui font des choses incroyables, très techniques, très complexes sur le réseau Lightning Network, sur la sécurité, sur Bitcoin. Et ben, ils peinent à aller quémander quelques deniers aux fonds d'investissement qui disent bah, on s'en fout, il n'y a pas d'utilisateurs. Et c'est devenu un peu triste que la première crypto-monnaie en capitalisation, et ça va probablement le rester pour encore un moment, et ben, tous les gens qui essayent d'innover dessus, bah, ils sont pas du tout poussés par les investisseurs parce que les investisseurs, ils veulent le nouveau NFT Layer 3, Bridge et Buzzword, quoi. Et ça devient compliqué, le quoi. narratif, le narratif de Bitcoin, ouais, c'est sûr qu'il est un peu plus austère, hein. Le problème, c'est que effectivement, l'adoption, bah, je pense que nous, c'est pareil, hein. Je veux dire, moi, les gens, ils veulent autre chose, quoi, au niveau retail. Mais alors, ça m'amène quand même à une autre question que j'avais, tu vois. Bon, il y a aussi ce que les gens aiment bien. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'était prédictions folles, hein, évidemment. Mais avant, est-ce que tu te préoccupes un peu du contexte macro hors crypto? Je veux dire, dans tes, euh, voilà, parce que ce que j'ai remarqué, en fait, bon, pour te faire, moi, il y a quelqu'un que j'aime bien lire, c'est Arthur Hayes, donc l'ex-CEO retentissant de BitMEX. Je veux dire, et Ouais, ses écrits, mais j'adore ses écrits. Ouais, mais il a des avis changeants, hein. Il a réussi à nous dire Ah, c'est une révolution, tout va se cracher et c'est une révolution, je crois, en 2 semaines. En 2 semaines, il a fait 3 articles qui disaient le ouais, ouais, tout ouais, est je au les ai contraire. lus, je les ai lus, mais moi, C'était un peu violent quand même. Je me suis dit, alors bon, c'est des d'accord. articles très longs, mais moi j'y prends du plaisir, mais c'est peut-être un plaisir malsain, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais par exemple, il y a quand même un truc, un rationnel qui moi me préoccupe, mais peut-être quand justement la sagesse du vrai cryptophile, c'est de s'en foutre et de rester dans son rail et dans ses convictions. Et quelque part, c'est ce qui fait la force en fait du hodler qui sélectionne ses cryptos. Mais c'est le fait que quand même actuellement, en fait, les crypto-monnaies toutes confondues, et à commencer par Bitcoin et les autres, sont quand même corrélés au mouvement financier de la finance tradie. Et donc, la proposition de valeur première des cryptos, pour l'instant, n'est pas évidente, c'est-à-dire à savoir d'être une forme de contre-pouvoir, de réserve de valeur, voilà. Et Bah, pour l'instant, aujourd'hui, quand même, tu Bitcoin vois, a complètement échoué. Moi, je suis désolé de vous le dire, ah, Bitcoin a complètement échoué à être ce contre-pouvoir. C'est-à-dire, quand il y a eu le mouvement, bah, tout ce qu'il y a eu aux alentours du Covid, Bitcoin n'a pas été une réserve de valeur de monnaie incensurable. En tout cas, elle peut l'être, hein, techniquement, et ça marche très bien, hein, Bitcoin. Bon, il n'y a rien à reprocher à Bitcoin, mais il n'y a personne qui a utilisé Bitcoin comme monnaie alternative de manière conséquente.
On parle tous du Salvador et j'ai vu dans les commentaires, c'est vrai que la Centrafrique est passée, mais bon, aujourd'hui, c'est des coups d'eau dans la finance. Je suis désolé de vous le dire. Après, j'ai aucun problème avec les Centrafricains. S'il y en a qui nous écoutent depuis la Centrafrique et de la francophonie, on vous salue. Mais aujourd'hui, dans l'ensemble de la sphère financière, ça reste des gouttes d'eau, hein. Comme la France n'est juste qu'une plus grosse goutte d'eau, mais ça reste des gouttes d'eau. Et pareil, il y a eu le mouvement des camionneurs au Canada. Tout le monde parlait de Bitcoin, personne n'a utilisé de Bitcoin. Donc, on a pu allègrement bloquer les fonds des camionneurs et il n'y a pas eu de collecte en Bitcoin, de DAO qui s'est levé pour que les gens puissent continuer à vivre dignement. On a eu les sanctions sur la Russie. Bitcoin n'a pas été particulièrement utilisé. Là, c'est plutôt comme alternative. Aujourd'hui, Bitcoin tous les 6 mois a une opportunité qui normalement n'arrive qu'une fois par siècle pour prouver ce que tous les bitcoiners nous disent depuis 13 ans maintenant. Ça fait longtemps quand même, presque 14 ans. Eh bien, Et, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. eh bien ouais, mais ne penses-tu pas justement que le plot twist, c'est que ça puisse advenir? Parce que je suis d'accord avec toi que actuellement, en fait, moi, je pensais pas forcément à la fonction de paiement qui effectivement est très très protozoaire, on va dire. Enfin, elle est vraiment embryonnaire et donc on ne l'observe pas. Ça, c'est évident. Moi, je pensais plutôt à la fonction de réserve de valeur. Et il y a quand même une grosse crise, tu vois, au niveau macro de confiance dans les monnaies étatiques. Alors c'est ça, je veux dire, il y a des gens qui crient au loup depuis longtemps. C'est-à-dire que les gold bugs, je veux dire, c'est vraiment la psychologie. En fait, c'est que quand tu es Oui, mais défiant là, vis-à-vis de la gestion. le loup nous a visités tous les 6 mois depuis Et oui, 3 et ans c'est là. pour ça. Et bien Et c'est pour ça, ne l'or, penses-tu pas que l'or les n'a gens. pas rempli sa fonction, le Bitcoin n'a pas rempli sa fonction. Donc Et aujourd'hui, ne pour penses-tu moi, pas que cela va tu advenir. mets ça de côté, quoi. C'est plus Et ne intéressant. penses-tu pas que ça va, que tu penses, parce que moi justement une de mes théories que je pense quand même, c'est que j'ai vu une phrase, donc on n'a pas besoin de décentralisation jusqu'à ce qu'on en ait besoin. C'est-à-dire que c'est un petit peu, je veux dire, les gens en fait en pratique vont sur les réseaux sociaux centralisés au risque de se faire ban et de se faire malmener, mais parce que je veux dire il y a une forme d'attrait et tu vois par exemple tu es plus optimiste sur cette transition qualitative vers des réseaux sociaux décentralisés. Vis-à-vis de la monnaie, moi j'ai un petit peu la même vision, c'est-à-dire que les gens en fait se contrefoutent des solutions décentralisées et résistantes jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Et ne penses-tu pas qu'ils vont en avoir besoin et que donc cette proposition de valeur pourrait advenir? Moi, c'est ce que moi Bah, en fait, elle n'est pas réalisée actuellement. tout marché a Elle une est, offre et une demande. Aujourd'hui, les gens n'utilisent pas les cryptoactifs. Et moi, je pense que c'est plus les stablecoins décentralisés qui seront utilisés comme monnaie. Moi, j'ai jamais cru au Bitcoin comme un moyen de paiement. J'ai jamais cru à l'Ether comme un moyen de paiement parce que c'est mais stupide. oui, Marc. Aujourd'hui, si tu as un billet de 10 euros dans la main et tu as l'équivalent de 10 euros dans un hot wallet dans l'autre main, si tu es relativement intelligent et que tu comprends comment Bitcoin fonctionne, tu vas donner ton billet de 10 euros au commerçant. Et le commerçant, s'il était relativement intelligent et qu'il savait comment ça fonctionne, il se dirait, moi, je préférerais avoir le Bitcoin, mais je vais quand même prendre l'euro parce que si le Bitcoin descend, moi, mes fournisseurs, je dois les payer quoi qu'il arrive. Et ils m'ont fixé un prix et ce prix, il n'est pas en Bitcoin. Donc, aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. C'est juste Marc, incompatible. Marc, je suis d'accord avec toi. Attends, sur la proposition de paiement, c'est-à-dire que celui qui a tué Bitcoin Cash, c'est pas Bitcoin, c'est Ether. Tu vois ce que je veux dire? Si on Exactement, veut oui. le fossoyeur de Bitcoin Cash, c'est Ether. Et effectivement, sur la proposition de valeur des paiements, le stablecoin, si possible, avec des solutions un peu plus, je dirais, à l'échelle, donc typiquement Layer 2, etc., pas de souci. Tu vois, mais le problème, c'est que si on entre dans une phase d'inflation, sur la proposition de valeur qui est la réserve de valeur, les stablecoins ne sont pas, elles sont réponse au paiement sur la réserve de valeur. Il va falloir farmer gras parce que ça va être une course entre l'inflation et le farming. Donc, alors, Et moi, c'est ce qui me. Tu vois, si tu es parfaitement rationnel, mais pourquoi tu vends tes bitcoins actuellement? Tu vends tes bitcoins pour aller dans un shitcoin qui s'appelle le dollar et tu te prends 7% d'inflation et ton meilleur placement de la finance traditionnelle, il te file 1,5%. Donc en fait, quand tu vends tes bitcoins aujourd'hui, tu mais moi, je fais suis le d'accord. C'est pour choix ça que pour te préserver à court terme de en fait, perdre de l'argent. Parce que peut-être qu'à court terme, tu as raison, parce que peut-être qu'il va encore plus baisser. Mais qui aujourd'hui, qui regarde cette émission, irait parier, et vraiment parier fort, que dans 10 ans, le Bitcoin coûtera moins cher qu'aujourd'hui? Enfin, donc c'est pour ça. Donc tu vois, si aujourd'hui tu fais partie de cette émission et que tu regardes cette émission, c'est que normalement, c'est de la proposition de valeur de la blockchain et des cryptoactifs, tu y crois un petit peu. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi tu te débarrasserais de tes bitcoins dans une situation où l'inflation est hyper forte,
les investissements et la situation macroéconomique, elle est pourrie. Au contraire, c'est le moment où tu dois t'y accrocher, quoi. C'est le moment où tu dumpes tes stablecoins. Et ça, j'ai du mal à comprendre, puisque un marché parfaitement efficient, du coup, bah, il dit, bah, la merde, personne ne veut vendre, bah, du coup, c'est bonne chance pour me les acheter, mes bitcoins. Et Moi, bien moi, personnellement, je vends pas mes cryptos et c'est pour ça qu'on a commencé l'émission où tu as dit: «Tu as fait quoi de tes cryptos?» J'ai fait: «Bah, ma réponse, c'est je consolide». C'est-à-dire, je stake ce que je veux staker, j'essaye d'en avoir plus, je laisse passer la vague et quand la vague sera passée et qu'on sera dans un autre cycle, parce que je fais partie des gens qui pensent dans 5 ans, dans 10 ans, les trucs qui existeront encore. C'est-à-dire, je suis persuadé que tout ce qui existe aujourd'hui, le top 20 sera très différent, dans 10 ans. Ça, je suis prêt à le concéder. Il y a plein de choses aujourd'hui qui ont de la valeur qui vaudront zéro, mais les choses qui auront encore, qui ne vaudront pas zéro dans 10 ans, elles vaudront beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est complètement incohérent dans un marché comme ça de vendre. C'est de dire, bah non, je consolide, j'ai, quand le marché était comme ça, bah, j'ai accumulé des stablecoins, hein, ça je vous l'ai dit, je farm et je crée des stablecoins qui me font un filet de sécurité. Maintenant, j'ai de quoi survivre à l'hiver. L'hiver, l'agriculture, ça marche un petit peu moins bien, on ne fait pas pousser les mêmes choses et les greniers sont moins remplis. Mais au printemps suivant, je serai toujours là avec tous mes trucs, quoi. Et c'est vraiment mais important. Moi, pour moi, je te c'est rejoins. stupide de paniquer en ce moment. Tu vois, s'il fallait paniquer il y a un mois. Maintenant, bah, allez, passons l'hiver, quoi. Un Je suis cycle assez d'accord. Mais pour apprendre, un cycle pour en profiter, hein. je suis assez d'accord. Et moi, à titre personnel, mais ça, c'est que de mon avis, je suis malgré tout assez bullish sur la proposition de réserve de valeur de Bitcoin. Sur la proposition de valeur de paiement, non, pas forcément. Ça, je veux dire. Mais sur la réserve de valeur, à moins qu'il se fasse fossoyer par Ethereum, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas évident. Donc, C'est pas évident, déjà. Moi, j'ai jamais cru à la proposition de valeur de paiement, mais je pense qu'on est parfaitement d'accord là-dessus. C'est en réserve de valeur. Bitcoin fait ce travail. Bitcoin reste le réseau le plus sécurisé du monde et le restera même quand Ethereum passera en proof of stake. Et ça, quoi qu'on en dise, pour moi, c'est une conviction. Le proof of work est le système de consensus le plus sécurisé du monde, quoi qu'on en dise. Maintenant, Ethereum a de nouveaux arguments quand il passe en proof of stake, notamment la dimension écologique. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. On vit dans un monde où on adore faire du greenwashing, c'est-à-dire que les faits moi, tout ce que disent les bitcoiners, ils ont raison. Quand ils disent que le proof of work, en fait, ça pousse les énergies renouvelables, ils ont raison. Quand les bitcoiners disent le proof of work, ça pousse à être efficace et à pas gaspiller de l'énergie, parce que toute énergie gaspillée, en fait, au lieu de juste on va aller miner du bitcoin avec, et du coup, on revitalise des trucs qui, sinon, bah, seraient foutus. Ils ont raison, en vrai. Mais le grand public, il s'en fout parce qu'on vit dans l'ère du greenwashing, on vit dans l'ère du virtuous signaling. Et si tu dis mon réseau, il fait moins de CO2 que ton réseau, et ben, il y a beaucoup de gens qui vont y croire. Et je pense qu'on vit dans une époque où ça a un impact qu'il ne faut pas sous-estimer. Malheureusement, on ne vit pas dans un marché qui est parfaitement rationnel et efficient. Et on vit dans un marché qui est poussé par ce qu'on appelle les narratifs. Et du coup, si tu arrives à avoir les esprits et convaincre plus de gens, bah, c'est plus important que la qualité intrinsèque de ton projet. On a des exemples très forts là-dessus, hein, Cardano qui ne vit que là-dessus. C'est-à-dire, il y a rien, mais ça fonctionne. On a des Ponzi, on a des collections, etc., qui fonctionnent que là-dessus. Et il faut ne pas sous-estimer l'esprit humain, la nature humaine, le comportement de certaines personnes. Il ne faut pas non plus être méprisant. C'est pas parce que c'est moins bien techniquement que bah, ça va moins bien marcher. Il faut avoir un certain recul là-dessus et accepter le monde tel qu'il est, quoi. malheureusement, je suis d'accord avec toi. Et il n'y a rien qui dumpe plus comme coin bien centralisé. Et le corollaire, c'est qu'il n'y a rien qui dumpe plus non plus sauvagement. Mais ça, et il y a des gens qui cherchent l'action. Hein. Bah, tu vois, Cardano, la pire chose qui leur est arrivée, c'est de sortir les smart contracts. Et je l'avais dit à l'avance et je me faisais insulter. C'est clairement sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais dit le jour où ils sortent les smart contracts, c'est le début de la fin. Or, on est passé de 3 dollars à ça vaut combien, Ada, aujourd'hui? 80 centimes. Ouais. Et c'est la supériorité, Marc, de la vie après la mort. C'est qu'on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas la constater. Donc, dans les promesses, c'est les plus efficaces. Tu vois, il faut faire une Ouais, promesse qu'on ne peut jamais vérifier. donc voilà. C'est le lever du voile. Ok. Ben moi, écoute, ça m'a plu, ça m'a fait marrer en tout cas.
Écoute, ouais, donc voilà. Après, il y avait, je sais pas, un petit du checking, on l'a fait. Hein. Il y avait ton petit pari sur F 2.0. Bon, c'est retardé. Par contre, dans cet avènement de la tokenisation de tous les layer 2, on s'oriente. Tu as parlé d'optimism en ce moment. Voilà. Il y avait les bridges aussi. Là, on n'est pas revenu sur les bridges. Hein. Moi, je pense qu'Optimism, pas, je suis pas très fan de la manière dont ils ont fait leur airdrop. Parce qu'en gros, ils ont rien fait pour filtrer les bots. Donc, ça a été botté du cul. Ah, Mais quand je dis botté, c'est en fait, il y a des centaines de milliers d'adresses qui sont éligibles et je pense qu'il y a 40 pélos qui sont derrière. Donc, mais effectivement, ils ont voulu faire large en se disant, on va pas avoir des gens qui disent, oui, mais moi j'ai utilisé et j'en ai pas eu. Donc au final, par adresse, on va avoir des sommes qui sont très faibles. Attendez-vous à quelques dizaines, voire centaines, voire milliers de dollars si vous êtes un gros utilisateur, mais vous attendez pas un airdrop à 10 000 dollars. Clairement, les sommes par adresse vont être faibles. Il y a des robots qui vont du coup avoir quelques centaines de dollars, mais fois 10 000, fois 20 000, fois 50 000 adresses. Et je peux vous dire que eux, ils sont Mar- sans vergogne, ils vont dumper à l'absolu. Et je pense qu'Optimism, c'est pas un token que je vais acheter tout de suite, quoi. Marc, moi j'ai une théorie sur les airdrops maintenant qui commence à... Et figure-toi que en fait, on parle toujours, tu sais, de faire launch et de choses comme ça. Mais c'est un petit peu, finalement, les airdrops, moi je n'aime plus ça, parce que c'est un petit peu l'antithèse des faire launch, parce que dans le sens où il y a quand même des gens qui connaissent les conditions de réalisation de l'airdrop avant le commun des mortels. Et donc, Tu parlais de Ribbon. Ribbon, ça a été un énorme scandale, hein. C'est, ah oui, Oui, j'ai pas alors, suivi ça, c'est tu qu'il y vois. Moi je a, l'ai découvert récemment, j'ai aucune idée. Donc, eh ouais. ben, en fait, certains investisseurs, pas tous, on va pas jeter la pierre à tout le monde, mais certains investisseurs qui ont dû avouer connaissaient les conditions de l'airdrop à l'avance et ont farmé comme des cochons. Et en fait, ils ont fait ça salement. C'est-à-dire qu'ils ont farmé sur des centaines, voire des milliers d'adresses. Et après, ils ont renvoyé tous les tokens sur la même adresse. Ils ne sont même pas cachés, ils ont tout dumpé. Donc voilà, ils se reconnaîtront. Moi, je suis pas là pour jeter la pierre. C'est des choses qui sont relativement publiques. Mais voilà, les gens qui font ça maintenant, bizarrement, ils sont moins invités à être investisseurs. On les invite plus Oui, aux soirées. Mais en fait, c'est un truc très commun. C'est que eux, ils ont eu la bêtise de le faire de manière visible. C'est-à-dire, ils y oui. sont allés en Mais mode rien voilà. à faire. Mais ça se fait trop, en fait. Ça se fait trop et Et ça très régulièrement. Ouais, c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui connaissent pile poil le montant qu'il faut, quoi. Et ça rejoint ta théorie de tout à l'heure des narratifs, c'est-à-dire que l'airdrop a un narratif en fait de bien-être et de bienveillance, c'est-à-dire cet argent qu'on donne à tous. Mais en coulisses, c'est aussi l'occasion en fait pour quelques insiders de s'arroger une partie de la Bah, supply. je trouve ça dommage Voilà. parce Enfin, que si en c'est fait, mal fait. Hein. on a détruit quelque chose de très beau, en fait. C'est Mm, mm. parce que le airdrop, ça a changé les vies. C'est clairement. Il y a Ah des oui, gens oui, qui oui, oui. avaient, il y avait des gens qui avaient quelques centaines, quelques milliers de dollars, et il y en a beaucoup, hein. Et puis moi, j'ai commencé dans les cryptos avec quelques centaines de dollars, hein. Faut pas non plus, je suis Ouais. pas arrivé dans la crypto avec des millions. Et en fait, les airdrops, ça a changé des vies parce que d'un coup, ils se retrouvaient avec 10, 20 000, parfois 50 000 dollars, et ceux qui avaient bien fait leur devoir, ils ont eu peut-être 100, 150 000 dollars. Et quand tu as 150 000 dollars en airdrop, que tu réutilises et que tu es un peu farmer et que tu as un petit peu de change en trading, il y a des gens comme ça, en fait, ça les a fait changer de catégorie. C'est-à-dire, c'est des gens juste qui Mm. faisaient leur devoir, qui essayaient, mais quand tu as 600 balles, c'est difficile d'en faire plus, quoi. Il faut prendre des risques pour pouvoir en faire une somme qui est conséquente après. Et les airdrops, ça a vraiment changé des vies. Et je trouve que les bots, le insider trading, Mm. aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les projets qui ont envie de faire des airdrops. Et c'est normal et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des gens, ça a aidé, mais de ouf, quoi. Mais c'est un petit peu comme avec Bitcoin et les cryptos, hein. C'est-à-dire que les airdrops initiaux, en fait, il y a une forme de naïveté de l'airdrop initial. Et enfin, je suis pas forcément toujours, hein, parce qu'il y a des airdrops. Je sais comment, attends, c'est comment, c'est pas, c'est Stellar, je pense qu'ils ont fait. Donc celui-là, je suis pas du tout sûr qu'ils soient naïfs, tu vois, mais il Oui, y en a, oui. et que tu vas plus retrouver en fait dans les où tu as un opportunisme de l'airdrop, tu vois, qui va être différent d'une stratégie d'acquisition. Mais ok, mais j'aime bien la punchline, les airdrops ont changé les vies, parce que c'est Mais vrai. le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu te rends pas compte à quel point c'est beauté. Tu vois, je peux le dire publiquement maintenant, il y avait un truc qui était prévu pour la V3, et du coup, on avait un petit peu incité, mais sans le dire, parce que c'est pas drôle si tu le dis, à utiliser le testnet.
Et en fait, on a vu nos chiffres de testnet et tu as quelques adresses qui faisaient des centaines de milliers de transactions. Je te jure, qui, en fait, ils envoyaient, et en plus, comme c'est sur le testnet, ça coûte rien. Donc, ils envoyaient 0,1 machin, et puis ils envoyaient ça sur 1000 adresses, qui renvoyaient sur 1000 adresses, et en fait, c'est exponentiel. Et du coup, on a vu les trucs, et en fait, c'est impossible. Et maintenant, les bots sont tellement sophistiqués que c'est impossible de les distinguer d'un utilisateur plus ou moins réel parce qu'ils vont te faire deux, trois actions et tout. Et à un moment, bah, on a dit, bah, ok, ça tombe à l'eau, on le fera pas, c'est pas grave. Et c'est dommage parce que tu as Ouais, envie ouais. aussi, en tant que protocole, de récompenser les gens qui ont fait leur devoir. Parce que c'est Bien sûr. toujours intéressant, parce que c'est des gens qui se sont dit, allez, c'est pas encore sur le même net, mais je vais aller tester le truc, je vais voir comment ça marche, et puis comme ça, je serai prêt quand le produit sortira pour de vrai, entre guillemets. Et c'est d'une tristesse absolue, quoi. Les bots, on se rend pas compte du dégât que ça fait, quoi. Ouais, mais c'est compliqué hein, philosophiquement, c'est-à-dire que comment mettre en place un airdrop de façon, je veux dire, réussie, ça doit pas être évident. Ça doit pas- Ouais. Et, euh, et c'est Clairement, relou, quoi. la- C'est la- pareil pour Zapper. Zapper, on en avait discuté. Zapper, tu sais, il y avait les XP et tout, tu as eu des NFT et tout, ils avaient prévu pas Mhm. mal de trucs. Mais la saison 1 de Zapper, il y a 100 000 comptes qui l'ont fait. Alors qu'il n'y a pas 100 000 utilisateurs. En tout cas, à cette époque-là, il n'y en avait pas, quoi. Et en fait, ça a tout pourri. Aujourd'hui, tu peux rien faire. Et le truc, c'est que quand tu essayes, et je jette pas la pierre, Paraswap, ils ont essayé de filtrer. Ils se sont dit, bon, on va essayer de filtrer sur les vrais utilisateurs, mais c'est hyper dur. Et du coup, ils ont filtré peut-être de manière trop dure. Et ça, j'ai pas d'opinion à vous donner publiquement là-dessus. Il y en a un Mais qui l'a dans le chat, il y a une opinion qui voilà. vient d'être livrée. Bah, je vous laisse avoir votre propre opinion là-dessus. Bah, en tout cas, on va pas leur reprocher d'avoir essayé de toucher des vrais utilisateurs et pas juste de donner de l'argent à des robots. Et bah, les réactions, comme ça a été un peu dur, il y a plein de gens qui étaient de vrais utilisateurs qui ont été mis de côté. Et bah, et ça a créé beaucoup de frustration que je peux comprendre. Tu vois. Donc c'est dur de placer réellement la balance. Et ben, je te propose qu'on fasse un petit tour sur le chat. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait la méthode, quelqu'un qui parlait de EVMOS et plus généralement, justement, du méthode d'airdrop de Atom qui est propre, tu vois, aux stakers de Atom qui sont plus ou moins rémunérés sur le launch de tous les lancements de chaînes compatibles. C'est vrai que c'est quand même un modèle qui est assez sympa. tu peux le Sibyl aussi, en fait. Si par exemple ta stake c'est 1 million de dollars et tu fais 100 Kepler avec 10 000 dollars, bah, potentiellement, si, tu peux en fait faire l'airdrop fois 100, quoi. C'est ce qui est assez intéressant. Ouais, ouais, mais c'est pas parce que ok, ça dépend, hein, mais parfois c'est proportionnel. Hein, t'es quand même corrélé à ta stack. Donc évidemment, si la rémunération par l'airdrop est décroissante en fonction du montant, si c'est pas linéaire, tu peux faire plusieurs trucs et un peu optimiser, mais je pense moins quand même. Hein. Je Sinon, pense que parfois, c'est ils te peut-être font un peu par plus. preset, en fait. Si tu mets entre 10 000 dollars et 100 000 dollars d'Atom, eh ben, tu as ce montant-là. Si tu mets entre 100 000 et 500 000, tu as ce montant-là. Et donc, parfois, s'il y a cette mécanique, eh ben, tu peux extraire Ouais, un les effets max de de sera valeur. utile. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça, c'est si les Mais, mecs ont implanté l'airdrop de drôle de façon. mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu veux des utilisateurs pour avoir de la donnée aussi. Quand tu lances un produit sur le testnet ou quand tu prépares un truc, tu as besoin d'avoir de la donnée pour savoir comment se comportent les gens et comment leur donner le meilleur service. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des transactions spam, c'est hyper difficile d'analyser. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, combien il y a d'utilisateurs sur BSC, combien il y a d'utilisateurs sur Phantom, etc. Je ne peux pas te dire parce qu'il y a des bots partout maintenant. Tu vois, je pense que tous les chiffres, si on te dit il y a 2 millions d'utilisateurs sur Ethereum, bah moi je suis prêt à te dire que la moitié c'est des bots, sans problème, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, je veux dire, le seul moyen d'identifier, c'est le KYC, et moi, j'ai horreur de ça à titre personnel. Donc, je Et bah préfère moi cette aussi j'ai horreur de incertitude. ça. Donc au final, on s'est un petit peu bloqué. Moi je trouve dans la défi ou même dans la crypto en général, on s'est un petit peu bloqué. On a trop habitué les gens à avoir de l'argent gratuit et du coup il y a des petits malins. Après, est-ce que je leur reproche ou pas? Ils le font, ils peuvent le faire, donc ils le font. Qui essayent d'exploiter le système et du coup bah, ils pourrissent le système pour tout le monde et bah, on fera plus d'AirPod, quoi. C'est terminé. Il y en aura encore Non, quelques-uns, mais je pense non, pas qu'il y aura des trucs qui auront changé la vie des gens comme on a eu avant, quoi. Moi, je trouve ça relativement triste. Non, mais moi, je suis un éternel optimiste. Il y aura de nouvelles saloperies qu'on n'imagine même pas, qui changeront des vies. Alors, il y avait quoi? Il y avait Gnosis Chain, des nouvelles du côté de la Gnosis Chain.
Ouais, on a lancé enfin, Realty a lancé le marché AV. Donc, il y avait 5 actifs, là, ils en ont rajouté 2, si je dis pas de bêtises, ou 3. Donc, on peut utiliser de l'immobilier comme collatéral. C'est plutôt sympa. Ah Du ouais. coup, la possibilité de liquidation, elle est très très faible, hein, parce que la valeur, elle change que tous les 6 mois. Et tu peux être prévenu à l'avance si tu es en truc de liquidation, mais il faudrait vraiment que ça baisse, enfin qu'il y ait une crise immobilière énorme pour que tu te sois en situation de liquidation. La Gnosis Chain, c'est vraiment pas cher. C'est au niveau des prix Polygon à peu près. Donc c'est vraiment, ça fait partie des trucs les moins chers. Ça commence à se développer un peu. Ils ont fait un hard fork récemment qui règle des soucis techniques au niveau des ERC20 où il y avait des dangers potentiels là-dessus. Maintenant, c'est réglé. Ils ont fait leur hard fork. Ça s'est très, très bien passé. Et ça fait partie des chaînes qui, potentiellement, vu qu'ils ont un petit écosystème quand même, Gnosis, hein, ils ont le Co-token avec CoSwap, ils ont le Safe Token qui arrive avec de Gnosis Safe, ils ont le staking de GNO Token. C'est un petit écosystème. Ils sont pas très forts en marketing, mais c'est quand même relativement intéressant à garder sur le radar. Moi, je suis en période de consolidation, donc j'y vais pas personnellement, mais à garder sur le radar. En tout cas, techniquement, ils sont sérieux, quoi. Et alors moi, attends, là j'ai une requête personnelle, hein, figure-toi. Je profite de l'occasion pour... moi, récemment, tu vois, dans quel est stablecoin? Les stablecoins, c'est cool, mais c'est trop triste, tu vois. Il y a les cryptos, évidemment. Donc je partage ta philosophie, hein, c'est-à-dire resserrer, garder des cryptos en fait qu'on estime fiables, un bac de sécurité, voilà. Et dans les bacs de sécurité, figure-toi que l'alternative, moi, que j'ai trouvé cool au stablecoin, ça rejoint un petit peu Reality où tu as un coin qui est avec de l'immobilier, mais moi, c'est le Pax Gold, en fait. C'est un coin adossé à de l'or. Parce que, écoute, j'ai cette petite Ouais, mais ça, tendresse pour l'or. c'est ton côté, voilà. T'aimes bien les réserves de j'ai- maths. j'ai- mais oui, moi j'ai cette petite tendresse pour l'or, mais par contre, effectivement, c'est un peu pénible et donc j'aime bien le côté crypto, donc j'ai recherché ce qui s'en approche le plus. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, on n'a pas de coin algorithmique adossé à l'or, on n'a pas de stablecoin, donc l'équivalence, ça va être difficile. Mais quoi que peut-être on pourrait, hein, avec voilà. Et j'ai pas trouvé, je veux dire, de façon décentralisée, de produire du rendement sur de l'or, sur des cryptos représentant de l'or. Et ça, par contre, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? En Qu'est-ce fait, que c'est que ça? Pax c'est compliqué. Ça a peut-être changé, hein. Moi, j'ai été très vieilles Ah! informations là-dessus parce que Pax, c'est un peu là, on fait Oh, de hé! l'archéologie, quoi. C'est un peu un vieux Oh! projet hein, dans la crypto, hein. Mais Eh bien ouais, tiens. euh, dans mes souvenirs, Pax, alors c'est eux qui ont écrit les smart contracts de Tether, je crois. Je crois ils sont assez bons hein, techniquement. Mais Samy me dans mes disait que oui, je crois. Attends, c'est pas. Ouais. Ouais, je crois que Paxos, ils ont écrit les smart contracts d'autres trucs. Enfin, c'est pas des rigolos techniquement, mais Je je me demande si c'est pas la crois. même boîte qui est derrière BUSD. C'est BUSD, Mais j'en pas que suis ça. pas Ah, sûr. ils ont fait BUSD, ça c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça qu'ils ont fait, pas USDT. Ouais, ils ont fait BUSD. C'est Je Ifinex, c'est Paolo Arduino USDT en fait, mais Ouais, ouais. Non, non, t'as raison. Ils ont fait BUSD. Et Pax, je crois, peut-être je me trompe, mais qu'ils avaient implémenté une fee sur le transfert. Je crois que quand t'envoies, tu payais une petite fee. Et en fait, Ah, les ça, c'est la enculés. misère. Quand tu es un protocole, Les enculés. quand tu un protocole, tu es un Volt, etc., fee sur le transfert, ça te nique toute ta comptabilité interne de smart contract. Ça peut créer des gros problèmes. Moi, je me souviens à l'époque d'AVG, hein, on en avait discuté, et il y avait ce truc-là à l'époque. Et du coup, ça nous avait fait sauter au plafond techniquement. Peut-être que j'ai complètement tort, Et- que ça a complètement changé depuis. Mais voilà, là, je vous parle d'un truc qui date il y a 3 ans. Donc, dans la défi, c'est comme si c'était il y a 50 ans dans le monde normal, quoi. Ok. Non, mais ça, c'était une interrogation personnelle. Je vois qu'il y en a qui me recommandent d'aller sur Mirror faire des choses folles. Voilà, je regarderai à l'occasion. Non, t'as les Mais produits écoute, centralisés, Celsius qui crache 6% sur le Pax Gold, mais Mm, bon, mm. c'est ce que c'est quoi. c'est déjà. Bah, voilà. Celsius, il commence à sortir des trucs, hein. Moi, j'avais vu les CX tokens sur Polygon débarquer sur MyFinance. Donc, tu avais le CX Doge, le CX ADA. Donc, t'imagines des coins que j'ai très envie d'avoir personnellement. Mais ils essayent de pousser des nouveaux produits avec leur système qui s'appelle Celsius Celsius X. X. Euh, et ça a l'air relativement dynamique. Après, qu'est-ce que ça vaut réellement? Pour l'instant, je ne connais pas assez pour avoir une opinion à vous partager.
Mais en tout cas, ils font des trucs. 1 milliard de levée, 20 milliards sous management, et ouais, ils expérimentent quoi, dans la DeFi. Ouais. Moi, je sais que Celsius, ça fait partie des plus gros, c'est pas les plus gros, mais ça fait partie des plus gros apporteurs de liquidités sur AV. Et aussi parmi les plus gros emprunteurs. Donc, ils empruntent beaucoup de Ah, stablecoins ce qui est sur bien. AV qu'ils utilisent ailleurs. Donc, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, mais ça doit être réutilisé dans leur truc. Mais ouais, Celsius, gros utilisateur de la défi. Hein. Bon, ben, moi, je suis très content, Marc. J'ai fait mon petit tour des questions. Donc, tu sais qu'il y a le rituel, si jamais tu dois des coups de gueule et des coups de cœur. Si tu as quelques visions, tu vois, par rapport à t'as parlé de Lens ou tu as mis en garde contre les options. Donc, il y en a déjà eu. Hein. Il y a déjà eu pas mal de petits coups de cœur et de mise en Moi, garde. Mais... moi je tire la sonnette d'alarme sur encore. Je pense que Ah, ça va pas s'écrouler. Hein. En fait, ça commence à m'inquiéter. Voilà, c'est oui, sachant que que t'as quand même tes stablecoins dessus. ouais, là Donc, j'ai encore mes stablecoins dessus et je vous le dis, donc c'est je une ne préoccupation. prévois, voilà, je ne prévois pas de les retirer maintenant. Clairement, je vais encore les garder plusieurs semaines, mais je pense qu'on est plus à la fin du début ou au début de la fin, je ne sais pas. Voilà, je pense que il est temps d'avoir un petit spider sense, tu vois, le sens de l'araignée de Spider-Man, et de se dire peut-être que le vent tourne et il faut garder les yeux ouverts. Et voilà, j'ai, euh, j'ai le doigt proche du bouton retirer, que je n'active pas pour l'instant, mais je vous invite à la prudence. J'ai retiré la majorité depuis que Do Kwon a dit If UST fails, it's like the failure of the whole crypto. Enfin, il a dit un truc comme ça sur Delphi ou je sais pas quoi. Et je C'est sais souvent pas. le début de la fin. Hein. C'est quand on a des. Tu sais, la crypto adore nous donner des dieux vivants. C'est-à-dire, vas-y, on te balance un André Cronier, vas-y, on te balance un Danielé, maintenant, vas-y, on te balance un Doux. Et les dieux vivants, ils suivent toujours le même truc. Hein. C'est comme ça, et puis ça s'écroule. Ça a toujours fait la même chose. Il y en a à tous les cycles. Là, je trouve que dans ce cycle-là, il y en a plein qui s'enchaînent, alors que d'habitude, tu n'en as plus que un ou deux. Le cycle d'avant, le dieu vivant, c'était le mec de X. Je sais pas si vous vous souvenez de ce Ponzi qui Oh s'appelait oui, X. Richard Hart. Ouais, bah, moi, tous ces mecs-là, ils me font penser à Richard Heart, qui me font penser aussi à OneCoin, qui était un scam d'avant, mais là, il n'y avait même pas de blockchain, qui me font penser aussi à il y Il en n'y a a pas tous besoin. les cycles. Hein. Il y en a plein, hein, des exemples comme ça. Je me souviens plus comment il s'appelait le truc, la BitConnect, qui était aussi un Oui. truc qui. Dos BitConnect te Santos. payait 20%. BitConnect te payait 20%. Rappelez-vous, il y avait un rendement de 20% sur BitConnect et tout le monde adorait et ça rapporte. Et il y avait des milliards dedans, je vous le rappelle. Enfin bref. Et donc chaque cycle a ces trucs-là. Chaque cycle a ses dieux vivants et ils terminent tous de la même manière. Faites attention à vous. UST, c'est quand même une équipe sérieuse. Moi, je travaille un petit peu avec Terra Labs. C'est pas des rigolos, c'est pas des scammers, mais on est quand même sur des fondations qui sont un petit peu. Ça pourrait mal se passer. Faites attention à vous. C'est une grande Les expérimentation. fameux Ponzinomics. Vous voulez faire partie de la science, gardez vos fonds sur Encore, vous aurez un. Non, mais c'est vrai que c'est le. C'est le. On va pas dire le. On va dire que c'est le God complexe, le projet un peu. C'est le dieu vivant le mieux backé à ce jour. C'est un challenge Ouais. encore plus complexe qu'on a ici parce que tu vois, tu as Jump Crypto derrière, tu as tout le monde là, tu as Delphi, tu as tout le monde qui te chille en plus proactivement sur les réseaux sociaux. Donc des gens qui ont un pouvoir de prescription et une crédibilité pour l'instant qui est correcte. Genre Macedo, machin, c'est des gens qui normalement disent pas de la merde et qui sont prêts en fait à commit, à mettre en jeu en fait leurs paroles pour soutenir en fait encore protocole, l'UST, son pegging mécanisme en disant non mais vous pensez vraiment que si on investit dessus, on n'a pas fait notre propre Didi, etc. C'est vachement viable. Voilà pourquoi par A plus B. Hash, tout le monde en fait qui s'y met. Et là tu dis qu'est-ce que je fais est-ce qu'il y a un agenda derrière est-ce qu'ils anticipent un événement? Est-ce que c'est Moi, super. personnellement, clairement, j'assume. Je serai le rat qui sera le premier à quitter le navire. C'est si vous voulez couler avec, si vous voulez vous tatouer Luna sur le bras, vous avez le droit et je ne vous juge pas. Mais par contre, je prends mes 20%
Et dès que je sens que le vent tourne, je quitte le navire. Et je serai le premier dans le bateau de sauvetage. Et je peux vous dire que dans le Titanic, mon bateau de sauvetage, j'en ai rien à foutre, je serai tout seul dedans. Je vous attends pas. C'est une caravelle clairement. Voilà. Et vous êtes gentil, mais clairement, je ne mourrai pas pour ce projet. Ça ne veut pas dire que c'est des scabbers, clairement pas. Et je dis juste que ça peut mal se passer, même si c'est pas des scabbers, en fait. En fait, il n'y a pas besoin que ce soit des arnaqueurs pour que ça se passe mal. Et ça, vous devez en avoir bien conscience. Moi, je suis persuadé que ce sont des gens avec de bonnes intentions, qui sont sérieux, mais en fait, les présupposés économiques sur lesquels ce genre de stablecoin algorithmique repose, il n'y a pas besoin de beaucoup de vent contraire pour que ça s'écroule. Et il peut y avoir des spirales de la mort où en fait ça descend, donc les gens sortent, donc ça descend, donc les gens sortent. Et en fait, on va très vite à zéro comme ça. Et ça, sans aucune mauvaise intention en fait. Ça peut mal se passer avec des gens parfaitement honnêtes et parfaitement impliqués. Donc faites attention à vous. Sauf que Do Kwon, lui, son appart à Singapour, il l'a déjà. Ouais, il l'a déjà. Ah oui. Mais bon, tu vois, les mêmes gens qui m'insultaient sur Cardano, maintenant m'insultent sur le chat. Hein, je vous adore. Hein, vous inquiétez pas. Oui, ça, Je vous ferai un c'est salut un depuis avion. le bateau de sauvetage. C'est-à-dire sur mon bateau de sauvetage, je vous saluerai hein, pendant que le truc est en train de tomber. Hein. J'ai l'habitude. Hein. À chaque cycle, il y a des gens comme vous, hein, les amis. Hein. Moi, je voulais parler rapidement aussi des écosystèmes funds qui pop toutes les 2 semaines. Et moi, je commence à émettre une grosse réserve, en fait, sur ce qui les compose. Est-ce qu'il y a vraiment le montant affiché? Et ça, je commence à plus trop y croire. J'ai vu un truc sur Toncoin, 250 millions de dollars. J'y crois pas une putain de seconde. Voilà le truc. Donc déjà, tout ce qui touche à Telegram, qui reprend les travaux de Dorov, etc., pour moi, c'est un hardcore scam. Enfin, je pense. Mais là, quand je vois ces choses-là qui potentiellement peuvent inciter des gens à explorer ces écosystèmes, à mettre de l'argent dessus ou à acheter le token sous-jacent, moi, je ne crois pas qu'il y a 250 millions. Il y a 250 millions sur le token, quoi. Sur le token natif. Donc, ça peut valoir 20 millions très très vite si ça fait moins 95%. Moi, je souvent, pense que tu vois, le fameux, c'est comme les 300 millions de la FTM Foundation. Ouais, c'est 300 millions avec le token FTM à 3 dollars. Mais maintenant qu'il est à 1 dollar, les 300 millions, ils sont où? C'est la même chose tout le temps, clairement. Ouais, non, mais moi, je pense qu'ils ont levé 15 millions auprès de différents trucs, typiquement UOB, KuCoin pour le branding, pour que ça paraisse sexy. Et que derrière, en fait, le truc qui file le montant restant, bah, c'est des tokens qui, en fait, la profondeur de la paire, allez, Hotbit, c'est tu vends 1000 dollars, tu fais tomber le truc de 40%. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que officiellement, si tu lèves 4 millions sur une valorisation à 500 millions, tu vois, ce qui est possible, et que tu dis 50% de mon supply, ce sera distribué en liquidity mining, ce qui est possible aussi, tu vois, et ben au final, officiellement, tu distribues une valorisation de 250 millions, sauf que ça marche pas comme ça. Ce qui définit le prix d'un actif, c'est le dernier achat ou la dernière vente. C'est le dernier échange sur le marché. C'est l'échange marginal. Voilà, c'est l'échange marginal qui définit la valorisation d'un actif. Donc, si à un instant T, tu dis que ta capitalisation, c'est 500 millions et que tu donnes 50%, certes, tu donnes 250 millions, mais il faut que tout le monde les garde et que tu trouves aussi des acheteurs. Donc, faites attention à vous. Mais non, mais de toute façon, la market cap en fait est établie sur, je veux dire, l'échange marginal fois le nombre de coins, et ça te donne ce chiffre qui est absolument absurde. Mais après, la vérité, les indicateurs de fiabilité, ça serait le volume, et surtout la profondeur. C'est la profondeur qui va faire que ton échange marginal il est représentatif ou pas, quoi. Exactement. Et alors, merci pour ces quelques petits tirs de roquettes à la fin. Ah oui, il y a un mot sur Gnoland. Bon, ça, après, et encore, tu vois, Terra Labs, moi je trouve réellement, et je suis sincère, ce sont des gens qui sont, je pense, honnêtes et qui travaillent bien. Pour avoir travaillé avec eux, il y a vraiment, c'est des bosseurs et c'est pas des scammers, et ça je le dis à 100%. Maintenant, le stablecoin algorithmique sur Tron, mes amis, même si ça paye 30%, ne mettez pas votre argent là-dedans. N'y allez pas, s'il vous plaît. C'est clairement. Mais on va y mettre un petit orteil. Un petit orteil. Je vous laisse faire, hein, parce que là, ça, par oui, contre, je suis persuadé, non.
Il y a des Non, mais moi, spectacles. pour te rejoindre, c'est-à-dire que sans malhonnêteté, c'est-à-dire que moi, j'ai le plus grand respect pour la conquête spatiale. Bon, mais je serais pas le premier à m'asseoir dans une fusée pour aller faire le grand voyage. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, l'exploration, j'ai beaucoup de respect pour ça. Il n'y a pas que des arnaqueurs, mais voilà, ça peut mal se passer malgré toutes les bonnes intentions du monde. clairement. Voilà. Et alors moi, bon, on touche à la fin, hein, je suis désolé. Donc, tu as fait les avertissements, ça c'est très bien. J'ai une toute dernière question où tu peux répondre très brièvement. Moi, dans les quêtes qui me hantent, donc tu as compris, il y avait la réserve de valeur et l'autre, c'est la privacy. Et est-ce que tu as une petite cocarde, enfin, un projet que tu suis, enfin, quelque chose qui t'inspire là-dessus? Moi, par exemple, je te fais part de ma quête. Tu vois, tout le monde parle des stablecoins algorithmiques et j'en suis ravi. Et donc, je cherche aussi un stablecoin censorship résistant. Mais pour moi, il n'y a pas de censorship résistance sans la privacy focus, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait Shade. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien, franchement, j'adorerais un univers de défis qui me remplit de joie, orienté privacy. Et c'est ce que je Alors, cherche. Et je ne sais pas si ça existe. alors, il y a des choix. La première chose que je dois faire, c'est que Ethereum est à blâmer sur le fait que la privacy, c'est de la merde sur la blockchain aujourd'hui. Parce que Mais Bitcoin Bitcoin, aussi. ça a été pensé d'un point de vue architecture, c'est pas ouf, mais c'est un système UTXO, donc Unspent Transaction Output, qui fait que en fait chaque petit bout de Bitcoin est plus ou moins unique, puisque en fait on est sur des fractions d'un bloc qui a été miné par un mineur à un moment donné. Et donc, au final, c'est relativement facile de tracer les gens, mais pas tant que ça, parce que on peut jamais réutiliser deux fois la même XY. adresse. Enfin, il y a une hygiène qu'on peut avoir sur Bitcoin qui, au final, s'est bien développée et la plupart des wallets génèrent une nouvelle adresse à chaque fois, etc. Et les Bitcoiners sont un peu à l'écoute de ça. Et je trouve que on est dans un truc qui est pas ouf, mais qui ça va. Ethereum, c'est l'horreur. Ethereum, il y a un acompte par personne, et en plus, les gens, ils payent 120 $ pour pouvoir foutre leur nom en disant regardez, moi, c'est machin.et, donc regardez mon compte en banque. Il faut vraiment comprendre que quand vous avez un ENS sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de porter une pancarte où il y a votre compte en banque. Et votre relevé bancaire et tout ce que vous avez dépensé, c'est depuis que vous avez ouvert ce compte. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous balader dans la rue avec votre relevé bancaire sur un grand panneau au-dessus de votre tête? Euh, Peut-être non. Alors, pourquoi vous le faites sur les réseaux sociaux avec Ethereum? Ça, c'est une question à se poser. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont intéressantes. Je pense qu'on va parler de Shed ensemble là, un petit peu plus tard. Moi, je mets en avant Secret, qui est OK. une des blockchains sur Cosmos. Je les avais Mhm. rencontrés à Lisbonne à l'époque et ils ont l'air assez sérieux et ils poussent là-dessus. Deuxième projet que je veux mettre en avant, c'est Sysmo, parce que c'est français, c'est francophone. Ils travaillent sur les zero knowledge et sur l'identité numérique décentralisée. C'est très, très, très early, Sysmo. Hein. Pour l'instant, il y a rien que vous pouvez utiliser. Mais c'est une petite équipe. Moi, je suis investisseur pour être en toute transparence hein, chez eux. Du coup, ils travaillent sur la question. Mais aujourd'hui, c'est aberrant et c'est même désolant à quel point tout le monde s'en fout de la privacy alors que c'est un droit. C'est-à-dire ça devrait être un droit humain, voire constitutionnel. On devrait avoir le droit, aujourd'hui, on a le droit à une vie privée hein, dans l'espace public et on a le droit d'avoir un espace privé. Quand on est chez soi, les gens ne peuvent pas rentrer chez nous et regarder chez nous, sauf à des conditions très particulières. Pourquoi on n'aurait pas ce droit à la vie privée sur la blockchain et, Marc, euh, c'est plus qu'un droit, c'est un besoin. et c'est un besoin aussi. Et aujourd'hui, l'investissement là-dessus, l'usage et l'éducation des utilisateurs, dès qu'on sort un petit peu de Bitcoin, dès qu'on sort de Monero et un peu des trucs traditionnels et des choses très spécialisées, c'est zéro. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et je pense qu'on fait des graves erreurs. Et que toutes nos transactions qu'on fait maintenant, on n'en a rien à faire. Il y aura des États un petit peu plus autoritaires peut-être plus tard. Je ne nous le souhaite pas. Mais tout ce que vous faites sur la blockchain maintenant, eh ben, les blocs les répliquent et tous les nœuds ont une copie complète de l'historique entier de la blockchain. Et peut-être que des choses qui sont tout à fait innocentes que vous faites aujourd'hui, eh ben, elles seront beaucoup moins innocentes dans le futur et peut-être qu'on vous le reprochera. Donc, pensez à votre vie privée. Pensez à votre hygiène de vie privée.
Ça me fait penser à la citation. Oui, je suis d'accord avec toi. Donnez-moi une phrase de quelqu'un et je vous le ferai condamner. Alors, je sais plus si c'est le cardinal Richelieu dans la, C'est à sa, Courteline, je crois. voilà. Et donc, c'est un peu l'idée. Ça, c'est un peu, c'est sûr que là, toutes les transactions, ben, donnez-moi l'historique de transaction de quelqu'un et je Donnez-moi lui 6 mots ferai, d'un homme et je le ferai pendre. Je crois que c'était ça. voilà, tu vois. Et ben, ça me fait un peu penser à ça. Et là, les gens, ils y vont gaiement. Attention à la corde. Bon, ok. Et ben, merci beaucoup. Moi, ça m'a énormément plu. J'ai appris plein de choses. Ouais, on passe toujours un bon moment. C'est toujours un plaisir de venir vous visiter. L'émission a été un petit peu plus longue cette fois. Merci pour ceux qui ont été patients. Mais franchement, j'ai apprécié chaque minute. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, toujours Et un ben, plaisir. merci d'être venu Ouais, et vraiment. d'avoir partagé tous ces alphas. Hein. C'est une grande joie. Je reviendrai avec plein d'autres Et, questions. En plus, moi, ça me et permet de me peut-être mettre à que le niveau. marché sera plus favorable à l'agriculture et que je pourrais vous faire un French Sharp le mois prochain. Soyons optimistes. C'est, Ah Soyons oui. optimistes. rien n'est jamais perdu. Soyons optimistes. J'aime bien cette conclusion. D'ailleurs, la quantité de personnes Soyons sur le optimisme. live Soyons optimisme. Ben oui, reflète, c'était le Bien petit été. rappel. C'était le petit rappel, les amis. C'est, la quantité de personnes en live, enfin de spectateurs sur l'émission est un peu à l'image du marché. Hein. On est 400. Habituellement, quand il y a Marc, on est plus de 1000 ou 800, je dirais. Donc Après, ouais. c'est peut-être l'heure. Déjà, je crois que vous, Ah oui. enfin, aucun d'entre nous n'est en France, mais je crois que les Français sont en vacances scolaires actuellement. Et aussi, on a fait le live un petit peu plus tôt, heure française, que d'habitude. Donc, Ouais. si vous nous regardez parce que vous étiez au travail et que vous ne nous regardez pas sur Twitch, mais sur YouTube, on vous salue. Voilà. Merci au chat aussi. Merci à l'audience et à très vite, à dimanche pour un roll-up de la semaine et quelques Et nouveautés. n'oubliez pas de commenter si vous êtes sur YouTube, Kebab in Dubaï. Hashtag Kebab in Dubaï, puisque j'ai coché une case en plus aujourd'hui et je veux mon kebab. Donc, faites le hashtag Kebab in Dubaï, s'il vous plaît. C'est très important. Ouais, sur les réseaux sociaux, peut-être que je daignerai lui en offrir un. Ça reste à voir. Mais du coup, faut que tu viennes à Dubaï. Bah oui, forcément. Si on atteint, si on atteint, je prendrai l'avion pour mon kebab, quoi. Il y a de superbes conférences pour toi en plus, Marc, qui te plairont beaucoup sur la scène. Oui. Ah bah Donc, j'imagine. le Les métavers. NFT, le métaverse, le Headcoin et le futur. Ouais, quel bonheur, quel bonheur. Allez, allez, à très très vite.